cela reste une évidence. Nous avons pris un engagement, c'est de faire toujours ce pourquoi nous sommes payés. Nous sommes payés pour vous donner l'information, rien que l'information, mais alors toute l'information tous les jours, de lundi à vendredi à partir de 10h, vous avez rendez-vous avec la télévision. Et nous sommes justement mardi, comme tous les mardis, nous posons un sujet ayant trait à l'entrepreneuriat. De ce côté, nous avons la ferme conviction que pour développer des États, pour développer les nations, la donne entrepreneuriale est fondamentale. Ce matin, on posera une question. Comment rendre un business transmissible lorsqu'on met sur pied une activité, entrepreneuriale? Comment rendre ce business transmissible? C'est la problématique que nous mettons et que nous soumettons au niveau de votre expertise ce matin. Et pour cela, on bénéficiera de l'aide, de l'expérience de nos experts dans le cadre justement de ce programme. Tout ceci se passera au canal 6, mais également au canal 508 sur Canal Plus International. L'activité ayant trait au kiosque vous sera livrée tout à l'heure par Théophile Vianney-Billa. La dénonciation du jour vous sera donnée par Alain Douc. De toutes les façons, si vous ne trouvez pas d'inconvénient, appelez-moi Perfecto, je modère. Docteur Shaw Walter, bonjour. Bien le bonjour, parfait ici. Merci de m'avoir convié sur ce plateau. Je crois que, étant enseignant d'université, j'aurais toujours à dire, parce que j'ai une thèse doctorat en sciences économiques et de gestion, oui, spécialisée en gestion de ressources humaines, d'où je prends quelques cours à l'université de Berthois comme enseignant d'université d'État, parce qu'après l'émission, je prendrai la route, j'ai les examens du rattrapage. Mais que Dieu, je dis, parfait, ici, quand on travaille avec l'État, il faut justifier le salaire. Sinon, on va dire que j'écume les plateaux de télévision, je fais le travail. Et c'est ce qui n'est pas bien. Donc, si mon recteur regarde parce que votre travail, ce n'est pas de passer à la télé. Hein. Non. Votre travail, c'est d'enseigner à l'université. Parfait, ici. Notre travail, c'est de passer à la télé. Parfait, ici. Il ne faut pas confondre les rôles des métiers. L'enseignant à l'université, il éduque, il forme et il développe. Il fait la recherche. Le journaliste fait aussi son travail. Donc je pense que si mon recteur regarde que ça sera Berthois, demain je n'ai pas fui le travail. Et de deux, je finis par ça. Vous venez vous justifier. Hein? De toutes les façons, monsieur le recteur de l'université de Berthois, docteur Walter Shaw n'a pas fui le boulot. Il sera à Berthois cet après-midi. Merci beaucoup, parfait. Ici. Pour finir, parfait, je ne pouvais pas en passer. Après les assises du Grand Dialogue National, oui, où nous avons assisté, nous avons ramené, quand je parle de moi, c'est avec Dr Sex, des réfugiés au Cameroun. Nous avons été accueillis à l'aéroport international de Simalem par le ministre Tangandji à l'époque. L'objectif était d'accélérer le processus de la décentralisation. Et après les assises de Bamenda, quand le PM John Gauthier rend visite dans le nord et sud-ouest, ce que les anglophones disaient en majorité à 70% était qu'on crée un poste de vice-président. Donc je crois que les rumeurs qui sont en cours les confortent et ils disent que le calme risque de revenir si on crée un poste de vice-président et que les jeunes, la majorité, vont déposer les armes. Donc c'est cette information que je voudrais porter à votre attention, à l'attention de l'État du Cameroun, que ça peut être une bonne chose pour que on arrête de tuer les militaires. Aujourd'hui, nous sommes à 1818 militaires tués et 10 000 civils tués. Je crois que ça serait une bonne chose et que le président public nous écoute. Comme vous parlez de l'éventualité d'un poste de vice-président, ce poste reviendra aux anglophones alors? Non. Et s'il ne revient pas aux anglophones? Je ne sais pas si ce sont des hypothèses. Si le Parlement... Attends, s'il ne revient pas aux anglophones... S'il ne revient pas aux anglophones, oui, ça sera défavorable. Et pourquoi c'est à ce niveau-là qu'ils vont déposer les armes? Non, déposer les armes, c'est une des pratiques de pacification de la zone. Non, allons doucement. Oui, parfait. Vous avez dit que si on crée un poste de vice-président, on nomme un anglophone. Ah là, d'accord. Là, l'information est déjà complète. Voilà. Et vous voyez que je ne suis plus en train de parler. Non, vraiment, je voudrais pas tout dire. Mais vous m'avez poussé à dire la vérité. Et c'est ça aussi mon rôle. Voilà pourquoi je suis payé. Merci, donc, docteur. Donc, c'est le sondage du terrain, le sondage. Merci, docteur Walter Shaw. Ibrahim Diagra est également parmi nous ce matin et c'est un acteur de la société civile. Il est originaire de Mora, c'est du côté de l'extrême nord. C'est la toute première fois qu'il va diminuer l'espace avec nous. Ibrahim, bonjour. Bonjour, monsieur Parfait. Merci vraiment pour cette opportunité parce que
c'est vraiment la toute première fois que on voit un digne fils du Mayo Sava et de Mora sur les plateaux de Info TV, et cette opportunité n'est pas donnée à n'importe qui. Je pense que notre présence aujourd'hui va permettre un peu aux Camerounais de voir un peu ce qui se passe de l'autre côté de l'extrême nord, plus précisément du côté de Mora. Tout le travail qu'on fait d'abord en tant qu'acteur de la société civile, mais aussi en tant qu'entrepreneur, parce que quand vous suivez un peu l'actualité de ces jours-ci, sur les réseaux sociaux, avec la situation, la tension très forte du côté de Mora entre les élus municipaux et la population par rapport à la situation du marché historique et principal de Mora, où il y a eu une tension très vive vendredi passé, où on a même perdu des engins, la tractopelle, on a détruit des boutiques. Et pourquoi cette tension? Oui, la tension est liée au fait que aujourd'hui, il faut qu'on se dise vraiment la vérité. Les responsables de la commune disent qu'ils veulent vendre le marché historique de Mora, qui est installé depuis plus de 200 ans à une société privée, que je vais peut-être taire le nom ici. Mais la population s'est dit, mais comment on peut vendre un marché où les gens ont hérité de leurs parents, et puis d'autres ont acheté? Pour la petite histoire, juste la veille de la période de Ramadan, il y a un monsieur, un Aladji, qui a rendu une de ses boutiques à 7 millions de francs CFA. 7 millions de francs à l'intérieur de ce marché. Mais juste à la fin, en tout cas en plein milieu de Ramadan, ils reçoivent la note du maire de la commune de Mora, qui les demande de déguerpir et qu'il veut vraiment installer une station de pompage sur le site, et une partie il veut installer un supermarché. Mais la population l'a dit, mais monsieur le maire, est-ce que vous avez déjà vu une commune qui a un supermarché et puis vous ne pouvez pas nous déguerpir, parce qu'il y a environ 500 boutiques sur le site qui sont opérationnelles? Vous voulez déguerpir 500 boutiques pour venir installer un supermarché, venir installer une station, mais ça nous embarrasse. À un moment donné, la population a écrit au Premier ministre, chef du gouvernement, et on a écrit au Mindevel, ils ont écrit également, en tout cas à toutes les autorités compétentes. Mais malheureusement, le maire en question n'a pas voulu écouter, et ils sont allés même jusqu'à saisir le tribunal administratif. Voilà un peu le document où le tribunal administratif a servi au maire. Je vois que vous êtes venu là pour une dénonciation. Non, pas pour une dénonciation, mais pour faire un peu, on parle de la... Parce qu'on a une rubrique ici réservée à la dénonciation. Exactement, mais on parle... Il fallait d'abord me le dire en off. Non, on parle de la transmission du business, monsieur Parfait, ici. Et quand on parle du marché, c'est vraiment la transmission du business, parce que ces contrats-là se sont donnés d'arrière-grand-père à père, de père à voilà, fils, de fils à petit-fils. Exactement. Ça devient un héritage. Un héritage. Et là, vous savez que quand on n'a pas un climat serein au niveau local, ou bien on n'a pas un climat serein au niveau macroéconomique et social, c'est souvent hyper difficile et même sensible de penser à la pérennité du business. En fait. Merci, Merci. De toutes les façons, on en parlera ce matin, la transmission du business, comment le faire lorsqu'on est un bon entrepreneur. Et pour le cas de Mora, on continuera à mener nos enquêtes pour savoir exactement ce qui se passe concernant donc ce marché, et on dira ancestral. Merci. Lorsque cela a été dit, Anne Ibrahim peut en cacher un autre. Nous accueillons maintenant Ibrahim Maxime Julien. Bonjour Ibrahim. Bonjour El Perfecto, bonjour à mon homologue Ibrahim Bombo qui est juste à ma gauche. Bonjour à tous les co-panélistes de ce matin, bonjour à toute la technique, un réel plaisir de vous retrouver ce matin. Comment tu vas Ibrahim? Je vais bien parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en mouvement. J'ai fait un tour parfait du côté de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Ah, on parlait de congrès. Oui, je voulais féliciter le Mincommerce qui a travaillé à un niveau de sécurité. Et au moins pendant les cérémonies officielles, on n'a pas eu de coupure de courant pendant que on avait près de 160 ambassadeurs. On n'a plus fait honte au Cameroun. Non, on n'a pas fait honte au Cameroun. Ils ont pu organiser, ils ont réussi l'exploit. Ça a été un challenge. Et Néo a eu pitié de nous. Non, et Néo devait respecter quand même les ambassadeurs. Il devait quand même respecter plus de
la centaine de minutes. Moi, j'ai vu Neyo à pousser le bouchon. Oui, le président de la République. L'histoire là est perfecte, c'est déjà passé. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. D'accord, je laisse. Donc j'ai la foi que le Cameroun va davantage mieux se porter. En tout cas, je les salue et je salue cette belle initiative. Merci Ibrahim Maxime Julien. Il est expert en entrepreneuriat, double ingénieur. Il nous accompagne depuis pratiquement 2 ans dans le cadre de cette production de tous les mardis. Alain Dourassi, notre invité permanent. Bonjour Alino. Bien le bonjour, parfait. C'est un plaisir d'être là pour ce mardi entrepreneuriat. Je salue déjà mes co-discutants installés. Je salue nos millions de téléspectateurs à travers le monde, fidélisés à ce programme et notamment tous les férus d'entrepreneuriat qui sont certainement captivés par le programme et sont installés quelque part pour écouter tout ce qui va se dire sur la problématique choisie. Je salue toute la grande rédaction de notre média, le top management. Et je reste convaincu qu'on va passer un bon mardi entrepreneuriat. 10h, 11h52. Qui dit mieux? Théophile Vianney-Bia, bonjour. El Perfecto, bien le bonjour. Très heureux d'être là ce matin. Bonjour à votre riche et impressionnant panel. Bonjour également à nos charmants et fidèles téléspectateurs. Merci d'être parmi nous ce matin, comme tous les matins d'ailleurs, pour aller du côté des kiosques, savoir ce qui se passe de ce côté-là. Oui. TVB, que disent les journaux? El Perfecto, les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin reviennent sur pas mal d'actualités et nous ouvrons cette revue de presse avec un journal de la maison. Il s'agit du journal La Météo qui parle de criminalité financière. Le Cameroun renforce ses capacités de lutte. Cette information est à retrouver en page 3 du journal La Météo qui nous fait savoir que présidé par le délégué général à la Sûreté nationale, Martin Barganguele, la cérémonie d'ouverture de la formation nationale des experts par le bureau régional de l'OIPC Interpol a eu lieu ce 30 mars à Yaoundé. Le messager de Feu Pius Ndiaye reste dans cette actualité ce matin et parle de blanchiment des capitaux. Yaoundé déclare la guerre. Réunis dans la capitale depuis hier, experts nationaux et internationaux renforcent leurs capacités autour d'un objectif commun, récupérer les avoirs criminels sous la coordination et l'œil avisé de la Société de recouvrement des créances du Cameroun. Nous laissons cette information et nous laissons ce journal pour retrouver également en kiosque Info Matin numéro 1998 de ce mardi 31 mars 2026 qui parle de la 14e conférence ministérielle de l'OMC. Le Cameroun a réussi le pari de l'organisation. C'est bien sûr ce que nous dit ce journal en page 3 sous la présidence du ministre du Commerce. Luc Magloire Margatangana, du 26 au 29 mars, la CM14 a connu un succès sur les plans de l'accueil des délégations, la sécurité, l'hébergement, la technique, entre autres. D'où les félicitations de la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce, Dr Ngozi Okonjo-Iweala, au pays de Paul Biya, à la clôture des assises. Le témoin parle de cette rencontre CM14, succès total. C'est ce que nous dit le journal de Francis Bonga, qui revient sur cette rencontre qui s'est tenue du 26 au 29 mars, ici même à Yaoundé. Cameroun Tribune, le quotidien à capitaux publics en pied de une, s'intéresse aux réformes de l'OMC e-commerce. Yaoundé passe le témoin à Genève au terme de la 14e conférence ministérielle ce lundi 30 mars. Il a été décidé de confier au Conseil général la poursuite des discussions sur les dossiers n'ayant pas abouti. Cette information est à lire de la page 16 à la page 17 du quotidien à capitaux publics Cameroun Tribune. Prorogation du mandat des conseillers municipaux, la loi va évoluer. Un projet de loi déposé par le gouvernement
gouvernement hier au Parlement vise à rimer les dispositions de l'article 170 du Code électoral sur la durée de la prorogation du mandat des conseillers municipaux et à celle des députés. C'est bien sûr ce que nous dit ce journal ce matin en page 6. Mutation s'intéresse au calendrier électoral. Coup de verrou en procédant à une prorogation au forceps du mandat des députés et bientôt des conseillers municipaux. Le pouvoir tient manifestement à brouiller les cartes et gagner du temps après la douche froide de la présidentielle. C'est le journal de Georges-Alain Boyomo qui nous le dit ce matin en page 7. Le point bi-hebdo. Le journal d'Étienne Owono qui est disponible en kiosque ce matin s'intéresse à ces abus, au laxisme, à l'inertie et à la fonction publique sclérosée. C'est ce que nous dit ce journal de la page 5 à la page 8. Le travail décent fait des émules dans certains pays africains. Au Cameroun, entre une volonté affichée mais torpillée par les mêmes pouvoirs publics, la gouvernance piétine, les fonctionnaires et agents publics, grands bénéficiaires de ce droit fondamental, participent à couler la République à travers des comportements indélicats, irrévérencieux et inciviques. C'est bien sûr le journal qui étale donc le point de ce mardi ce matin, de la page 5 à la page 8. Appel contre la violence d'État. Le jour d'Aman Mana, on fait sa une ce matin et revient sur cette réaction d'un collectif d'hommes politiques et de membres de la société civile qui lance une pétition contre les tueries. Son détour s'intéresse à cette autre actualité et nous amène dans le Lom et Djerem Nord 1 d'amour et des raisons avec Biya et le RDPC. Le meeting de la célébration des 41 ans du Rassemblement démocratique du peuple camerounais organisé à Betaroya le 24 mars dernier sous la direction du docteur Blaise Moussa, chef de la délégation permanente du comité central, a donné à consolider le mariage entre les populations et le RDPC au-delà des approches partisanes. Afrique Info s'intéresse au docteur Amadou Sardaouna ce matin et ce journal le présente comme étant un manager de génie à la tête de la société immobilière du Cameroun. Depuis que l'ancien secrétaire général au ministère de l'Habitat et du Développement urbain occupe le poste de directeur général de la société immobilière du Cameroun, les chiffres d'affaires de cette entreprise ne cessent d'accroître. Le journal Afrique Info revient donc sur les actions fortes de docteur Amadou Sardaouna du côté de la société immobilière du Cameroun, abrégé SIC. C'est dans la parution de ce matin. Les détails sont à retrouver en page 6. L'œil du Sahel nous amène à Moura. Le maire à couteau tiré avec les commerçants. Information à retrouver en une de ce journal qui présente ici les faits en page 3. Université d'État, sitting annoncé des docteurs PhD chômeurs. Cette information est également à retrouver en page 4 du journal L'œil du Sahel. Et nous refermons cette revue de presse avec Info Lumineuse. Le journal de Marcel Ebanda qui parle de cette dynamique institutionnelle. Première session du Conseil électoral cap sur une année décisive, un calendrier recomposé. Réuni en session inaugurale à Yaoundé, le Conseil électoral de l'ECAM a posé les jalons d'une année 2026 déterminante, marquée par un calendrier réajusté et l'exigence d'une organisation électorale toujours plus rigoureuse, crédible et conforme aux standards internationaux. Vitrine vivante, CM14 à Yaoundé, le Mintoul valorise le patrimoine et les merveilles de la capitale. Cette information est également à retrouver ce matin dans ce journal qui en parle. Mesdames, messieurs, c'est avec le journal Info Lumineuse que nous refermons cette revue de presse Acte 2 sur Info TV ce mardi matin. De votre aimable attention, infiniment merci. Et comme vous le savez, avec 400 francs CFA seulement, vous avez votre journal disponible en kiosque ce matin. Votre fidélité reste et demeure intouchable, inattaquable, inaliénable et surtout indétrônable. Merci, toujours choisir Info TV pour vous informer. Merci El Perfecto pour cette magnifique tribune. Merci à toi TVB pour cette brillante revue de la presse TVB. Oui. Il faut féliciter le président centrafricain, oui. Faustin Archange Touadéra. Oui, et de Troyes. Il a prêté serment hier, c'était au stade de Bangui, exact. En présence de certains chefs d'État africains et bon nombre de représentants de chefs d'État dans le monde. Le Cameroun était représenté par le Premier ministre, chef du gouvernement, Chief John Ngouti. Exact. Il faut dire que c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour la République centrafricaine et de nouvelles collaborations sont en vue sur le plan africain, sur le plan de la sous-région. Et il faut tout simplement noter ce matin que la cérémonie d'hier a donné des plus belles à voir et la participation du Cameroun à cette cérémonie témoigne que la République centrafricaine et le Cameroun sont deux pays frères et amis. Le Cameroun donc et la RCA sont deux pays frères et amis. Je suis allé à Bangui peut-être une demi-dizaine de fois. Oui. Je connais légèrement Bangui, je connais par exemple le quartier PK5 qui était un quartier très dangereux, mais
Qu'est-ce que vous faisiez dans un quartier très dangereux? Non, moi je suis un journaliste d'investigation. Si je ne reste que dans des quartiers où il y a du jambon, du miel, les belles filles, Vous n'aurez je n'aurai pas la bonne information. Il faut aller du côté de PK5. Oui. Là-bas, il y avait des Séléka. Hein. Et c'était à cette époque, j'étais à PK5. Oui. Si tu n'étais pas garçon, tu ne pouvais... Ceux qui me connaissent, Bangui, savent de quoi je parle. Exact. Même en journée. Hein. Oui. C'est-à-dire qu'en pleine journée, il y a le soleil, on ne passe pas PK5 ça. n'importe comment. Parce que là-bas, il y avait les Séléka. Et c'était une guerre à mort avec les anti-Balaka. Oui. Les anti-Balaka. Bravo donc et félicitations au président Faustin Archange Touadéra. Oui. C'est le numéro 1 de la RCA pour ce 3e mandat. Il a un travail remarqué et un travail remarquable. Il avait pris la République centrafricaine à un moment où la République était pratiquement dans la boue. Lorsqu'on a dit cela, on dit à demain 10h. Avec le même plaisir, le même bonheur. Bonne suite d'émission. Merci, hein. Merci à toi, TVB. Disons également que nous allons féliciter les Lions indomptables du Cameroun, l'équipe à Pagou, David Pagou, le sélectionneur. Ils ont joué ce matin contre la sélection chinoise. C'est un match comptant pour la série FIFA. Donc, deuxième sortie des Lions indomptables, victoire contre la Chine, 2-0. On sait que la première sortie n'a pas été favorable aux Lions indomptables qui ont été tenus à l'échec par un score d'1-0 par l'Australie. Il reste la dernière rencontre. Pour l'instant, on dira tout simplement que l'équipe se porte plutôt bien. Le rodage continue, mais nous avons quand même constaté beaucoup de déchets encore. Hein. Beaucoup de déchets encore. J'espère que David Pagou prendra tout cela en compte pour que nous ayons progressivement une bonne équipe nationale. À tout de suite pour la suite. La parole revient à Alain Douk, comme d'habitude, cette fois-ci, pour la dénonciation de ce matin. Avant la dénonciation de ce matin proprement dit, qu'il me soit permis de saluer une de nos fidèles téléspectatrices. Elle s'appelle Madame Maman, hein, c'est une maman, une infirmière à la retraite, Maman Nga Victoire Claire, du côté d'Emana Bilik. Ceci dit, je passe à la dénonciation de ce matin. Elle est portée par un de nos compatriotes, qui, d'après lui, juge qu'il est, je sais pas, manipulé, qu'il a été manipulé ou abusé. À vous d'en juger tout à l'heure. Il est ce qu'on appelle agent de maintien, c'est-à-dire juste en dessous des cadres. Je pense que dans la classification, c'est ça, dans une grosse boîte du pays. Il est père de 4 enfants, mais malheureusement, ou je sais pas, hein, à chacun d'apprécier, mais c'est toutes des filles. Et il s'est mis en liaison avec une supérieure hiérarchique qui est 4 dans la même boîte. Elle aussi mariée. Et il se trouve que la dame en question a un époux qui n'est pas n'importe qui, comme on dit, qui est un grand personnage. Alors, de fil à aiguille, dans cette liaison, la dame, la cadre, va tomber enceinte de lui, de cette liaison-là. Mais elle ne va pas lui faire savoir, parce que lui pense que c'est son enfant. Parce que après la naissance de l'enfant, quand même, il a remarqué des traits là. Tu as beau me dire que c'est pas mon enfant. Moi, je vois que c'est mon enfant ici. Hein? Et il va donc, parce qu'il est quand même en contact avec certains membres de la famille de la concernée, de la dame en question, il y a donc une fuite d'une des sœurs de la dame qui va lui dire non, effectivement, tes soupçons sont vérifiés. Tu as raison, c'est ton enfant. Alors maintenant, il est confus. Parce que, comme il n'a jusque-là pas fait d'enfant mâle, de garçon, il se dit c'est peut-être une aubaine qu'on lui permette d'une manière ou d'une autre de reconnaître l'enfant en question. Qu'elle avoue que c'est son enfant. Or, de l'autre côté, il se trouve, d'après les fuites de la sœur, parfait, que, en fait, il faut qu'il comprenne
que l'enfant en question ne pourra jamais lui être cédé d'une manière ou d'une autre. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le mari de l'autre côté est stérile. C'est-à-dire que vraiment dans le spermogramme, il n'y a rien. Il n'y a rien. Quand il tire, c'est à blanc. Attends un peu. Le mari même de la dame est stérile. Et j'insiste, ce n'est pas n'importe qui. Et le mari, là, c'est dire qu'il est stérile? Il sait. La femme sait aussi? Oui, c'est une entente. Ah, c'est là où j'en viens. Ah, d'accord. C'est une entente. Au lieu d'aller vers ce qu'ils appellent la procréation médicalement assistée, ils ont choisi que non, mais tu prends quelqu'un, tu fais l'enfant et puis c'est notre... Non, même là, même in vitro, on ne peut pas donner. Parce que lui, il est d'abord stérile. Oui, non, mais tu sais qu'on peut prendre le sperme de quelqu'un d'autre. Bon, là, d'accord. Oui, mais on va choisir cette option. Voilà. Donc, ils ont donc décidé que sa femme va se choisir un amant et puis elle va tomber enceinte. Et puis, c'est leur enfant. Et puis, techniquement, même sur le plan du droit, semble-t-il, c'est leur enfant. Donc, il n'aura rien. Et maintenant, il se plaint de cette situation. Vous voyez pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, est-ce qu'il est même en droit de se plaindre? Donc, il n'aura rien. Et parce que là, le monsieur est puissant. Parce que s'il veut même faire des vagues là, on peut même l'écraser très mal. Mais il se plaint quand même. Il dit que comme il n'a pas de garçon, vraiment, est-ce que ce n'est pas injuste ce qui lui arrive? La femme l'a finalement manipulé avec son mari. Incroyable. C'est un peu ça. Alors, c'est ce que j'appelais à l'époque un bal de chiffonnier. Ibrahim, c'est une dénonciation compliquée. Hein? On ne sait pas par quel bout prendre d'abord l'affaire. Non, on sait, papa, ici. On ne sait pas quoi ici. On sait. Il participe quoi avec la femme de Trouille. Ah bon? Non. Écoute, il y a des choses que moi je n'encourage pas un niveau de dépravation, un niveau d'impudicité. Tu es marié, tu as tes enfants. Tu vois la femme d'un monsieur qui est marié et tu sais très bien qui est son mari, tu as quand même le courage. Tu as quand même le courage d'aller coucher avec la femme de Trouille. Tu joues les bandits, non? Non, mais attendez, le mensonge a des courtes jambes. Le mensonge est promotionnel. Il n'est pas structurel. Donc, à un moment, la structure devait tomber. Donc, il a voulu jouer les malins, c'est en train de se retourner contre lui. À malin est demi. Il n'y a rien à dire là. Il a joué les bandits. Il assume qu'il pensait être malin. La femme là était beaucoup plus maligne que lui. Et apparemment, le mari de la femme là, lui, il était encore beaucoup plus malin que deux. Donc, moi, je n'ai rien à dire là. Qu'il se console. Et puis, s'il avait été sérieux, peut-être Dieu lui aurait donné un garçon avec sa femme. Mais comme il allait chercher, non, moi je ne suis pas doux. Tu n'es pas trop dur? Non, je ne suis pas doux. Il faut que les maris soient fidèles à leur femme. Ça, c'est ce que moi j'ai dit. Je le pasteur Ibrahim, Maxime Julien, si. Alors, Ibrahim Diagra, c'est quand même une situation un peu compliquée. Hein. Moi, je ne sais pas pourquoi Ibrahim prend ça que c'est simple. On vous explique quand même que le monsieur là, l'employé de la structure, n'a que des filles. 4 au total. De l'autre côté, un monsieur qui est stérile, lui aussi veut dire goûter au bonheur d'avoir un enfant à la maison qui peut pleurer, qui peut peut-être casser un plat. Lorsqu'on a longtemps cherché un enfant, on veut un enfant qui peut casser de temps en temps un plat. Hein. On commence à prier pour cela. Alors, est-ce que c'est aussi facile que ça? Parce que c'est l'employé qui se plaint. Il estime qu'il a été abusé. Il a été manipulé. Au-delà de tout, c'est lui qui est comme l'auteur de cette grossesse. Perfect, moi je pense que peut-être que ça peut même aller au-delà de ce qu'on est en train d'imaginer. Parce que ma crainte maintenant, c'est qu'on puisse même exposer l'enfant qui viendra là même. Parce que à un moment donné... L'enfant est venu. Oui, l'enfant est né. Mais il va te trouver dans une situation, on va peut-être lui rappeler un jour que non, voilà le jeu qui s'est passé avant que tu ne donnes vie. Et qu'on va te montrer ton frère. Qu'on va te montrer. Et du coup, pour moi, ça va m'exposer peut-être l'enfant. Mais l'autre chose qu'il faudrait vraiment qu'on comprenne, moi je rejoins un peu ton homonyme. Mon homonyme Ibrahim, que les gens comprennent que l'infidélité ne paye pas. Et que la personne qui a joué ce jeu, c'est lui le véritable problème en fait. C'est la femme qui a joué ce jeu. C'est la femme qui... Donc c'est elle qui doit assumer la première responsabilité. Mais l'autre chose qu'il ne faudrait pas qu'on néglige aussi, que
c'est que l'entente qu'il y a eu entre cet homme-là et la femme, vraiment... Est-ce que c'est même pas une entente légèrement diabolique? Peut-être, en fait, c'est-à-dire un homme normalement constitué accepte que sa femme ait des rapports sexuels avec un homme dehors dans le but qu'elle puisse tomber enceinte. Et il accepte ça. Et lui va garder cet enfant. Vous voyez, pour moi, ça peut m'aller au-delà. Parce que ce qui se passe dehors, c'est très compliqué, perfectement. Parce que à un moment donné, tu te dis même que est-ce que cet enfant-là, même que les gens veulent fabriquer, là, ce n'est pas un enfant qu'on veut vraiment vendre au diable. C'est pour cela que quand vous voyez un peu ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun, dans la rue et les rues et autres, avec la situation que vous connaissez ces jours-ci, où il y a beaucoup de violence sur les enfants et autres, peut-être, vous voyez un peu un monde qui est en train de tourner vraiment de sens. Le sens de l'existence même, de la dignité humaine, pour coller à un innocent, parce que cet enfant qui viendra là, c'est vraiment un innocent, hein, qui risquerait de porter un cachet, donc qui va traîner toute sa vie. Donc du coup, peut-être ce genre de... Il faudrait qu'on mobilise peut-être, pour moi, soit des... Je sais pas quelle science qui traite des questions de spiritualité et même peut-être la métaphysique. De la métaphysique pour essayer d'interpréter ce genre de situation parce que ça va au-delà vraiment de l'entendement. Ça va au-delà de l'entendement. Quelle bizarre entente entre un époux et son épouse. Et maintenant, ça veut... le troisième larron ne veut rien entendre. Il dit que c'est son enfant. Docteur Walter Shaw, rappelons quand même qu'en droit positif camerounais, même si je critique par moment cette disposition légale, tout enfant qui est né sous le mariage appartient au mari. C'est-à-dire que vous avez une femme, même si elle est allée, je vais parler comme village, elle est allée tomber enceinte dehors, que ce n'est pas vous, l'auteur, il est votre enfant. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que l'enfant n'est pas celui qui est enceinté? Parfait, ici, vraiment, j'ai écouté l'histoire. La dame veut la dame veut quoi? Elle veut un conseil. Non, c'est l'employé qui veut se plaindre. La dame, elle n'a pas de problème. Ça tombe bien, ça tombe bien. Là, ça me donne beaucoup d'arguments. Le monsieur doit même être arrêté, parfait. Oh là là. Je suis très sérieux. Je suis très sérieux. Il doit être arrêté parce que c'est une infidélité avérée. Et la dame aussi sera poursuivie pour infidélité en complicité avec le monsieur. Ça, c'est pénal. C'est une affaire pénale. Non. On va entrer dans poursuivi comment, papa? Elle a une entente avec son mari, c'est ce qu'ils ont décidé. Ils sont légalement mariés. Oui, tous sont mariés. Ce monsieur-là a été même menti. Vous avez parlé comme un vrai bantou. Au village, chez moi au village, est-ce que vous savez que j'ai un voisin qui a fait au moins 9 enfants? C'est-à-dire que la femme de mon voisin a fait 9 enfants avec l'ami de son époux. Seigneur Jésus. Ils sont aujourd'hui, des autres sont même pasteurs, d'autres sont des hommes d'affaires. Jusqu'à 9. Politique. Oui, tout le monde connaît. Tout le monde connaît. Tout enfant qui est né sur un régime légal, légalement certifié à la mairie, c'est l'enfant du couple. C'est la loi. C'est le code pénal. Moi, je critique la loi là. Parfait. Comment nos papas vivaient à l'époque? À quoi servent donc les examens d'ADN? Ça ne sert à rien. Je dis que ceux qui font les examens d'ADN ne sont pas les Africaines. Ils vivent à l'étranger. Non, nous sommes en cas où un monsieur qui est dehors, lui, revendique son enfant. C'est là, on l'arrête. Il ne va pas revendiquer avec sa femme. Et il revendique. Parfois, chez toi, le petit Benjamin qui est là, on vient te dire que c'est mon enfant. Toi, tu ne vas pas le bastonner. Je vais te racler. Monsieur, vous parlez de quoi? Sortez de chez moi. Je dis que c'est le chantage. C'est le chantage. Vous riez, l'affaire est très sérieuse. Vraiment. Alors, que faut-il faire? Bon, ce qu'il faut faire, on dit souvent chez nous au village que ce qui est dit à la maison, quand vous bavardez trop, ça va s'annoncer au marché. Tout à fait. Et il n'y aura plus rien à faire parce que tout le monde est déjà au courant, le couple est déjà détruit.
Or, c'est une histoire qu'on aurait dû conserver en Non, famille. le couple n'a pas un problème. Hein. Mais le couple est déjà exposé. Non, le couple n'est même pas C'est vraiment. toi qui dis ça. Bon, peut-être l'histoire aussi. est déjà racontée par... Bon, c'est qu'on c'est vrai. raconte. Si on raconte... Surtout que l'employé là ne ferme pas sa bouche. L'employé est en train de faire le chantage. Ils ont déjà fait le test d'ADN, ça a démontré que c'est son fils. Qui vient alors récupérer monsieur, l'enfant, on voit. On va voir si le type là est un vrai homme. Moi, je peux pas, c'est le chantage parfait. Je ne peux pas passer dans ce genre de chantage. D'accord. Faire même l'ADN là, ça ne sert à rien. Parfait, ici, je vous ai dit qu'il y a un monsieur à côté de mon village que son ami lui a fait des enfants. Si on commence à faire le test d'ADN dans ce pays, l'État va tomber. Merci, hein. Docteur Walter Shaw. C'est vrai quand même que c'est compliqué. Hein. Si on engage cette affaire-là, je pense même que ça peut détruire ce pays. L'État va tomber. Chacun va rentrer sur son papa. C'est compliqué. Alors, ne faites jamais ça. Alain, donc, il faut quand même que nous disions quelque chose à celui qui est venu se plaindre. Je ne dis pas qu'on ne doit pas forcément lui donner, raison, mais le gars estime quand même qu'il a un problème sérieux. Est-ce qu'il ne doit donc pas être dédommagé? Puisque la femme, c'est la femme qui l'a manipulé. C'est la femme qui, par quelques stratagèmes, a réussi à l'avoir. Parce que la femme, elle était dans un construit. Elle avait besoin d'un enfant. Elle était tombée d'accord avec son époux. Et le zozo de l'entreprise, lui, ne comprenait rien. Il a cru qu'il était beau. Bon, pour moi, ça n'engage que moi, vu sous tous les angles, le plaignant a tort. Voilà. Pour une simple raison. Vous savez, il y a quand même une certaine vérité aussi dans le droit positif là. Hein. C'est l'épouse de quelqu'un. Donc, si elle est enceinte d'enfant qui naît, ben, c'est l'enfant du monsieur. C'est très technique, mais c'est ça, ça traduit une certaine réalité. Lui, son problème, c'est qu'il est frustré. Parce que lui, son problème, c'est qu'il ne fait que les filles. Oh, il est dans sa tête, c'est que non, ça peut continuer comme ça. Et donner les filles je continue. Je veux rester fort. Le garçon que j'ai fait de l'autre côté, voilà son seul problème. J'ai parcouru, il y a quelques années, un certain type de document. Une science qui nous échappe, mais qui est toute simple, qu'on la maîtrise, et qui permet justement de tout calibrer pour faire un garçon avec sa femme. Si on le veut. Oh, les gens... Ta science, elle a dit quoi? tu peux aider beaucoup de voisins. Parfait. Est-ce que tu sais que techniquement, en réalité, si tu décides d'avoir des rapports sexuels exactement le jour de l'ovulation, tu augmentes la probabilité que ce soit un garçon de l'ordre de 80% ou 90%. Pourquoi? Parce que les gamètes mâles qui portent l'information masculine dans tes spermatozoïdes sont beaucoup plus robustes, beaucoup plus forts. Ils seront les premiers. Il y a une plus grande probabilité que ce soit eux les premiers qui arrivent pour féconder l'ovule. Ça, c'était. Il y a d'autres. Je t'ai dit que je n'ai pas de merci pour l'information. Oui, il y a d'autres. Parce que ça, c'est juste. Là, ce sont dans les dames qui doivent nous aider. Ce que j'ai lu il y a quelques années, c'était encore plus technique. Il y a une séance là qui nous échappe. Tu fais le garçon à la demande. Il y a les médecins qui vont nous aider tout à l'heure. Et notamment les gynécologues. Parfait. Ce que j'ai à lui dire. Vraiment qui cherche dans le sens de cette science-là qui fasse son garçon là-bas. Parce que j'ai dit tout à l'heure, parce que sa chance par exemple, hein, il ne bosse pas dans la même boîte, par exemple, que le monsieur, etc. Mais je vous ai dit que le monsieur est hautement influent, ce n'est pas n'importe quoi. C'est un détail, ne pas négliger. Non, il ne faut pas négliger ce détail. Tu vas commencer un problème, ça va te dépasser. Donc il faut d'abord quitter dans l'axe là, qui laisse les problèmes. Et encore que, vraiment, il va aller faire son truc d'ADN là. Lui-même, il comprend qu'en réalité, il y a une entente dans un couple. Donc, qui va même judiciariser cette affaire? Il faut quand même qu'il y ait un plaignant et tout. Parce que dès qu'il se plaint parfait, lui-même est sous le coup de la loi. Et moi, je ne vois pas le monsieur en train de porter plainte à sa femme. Une chance d'accoucher un garçon et une fille. Nous avons appris ça en biologie. Je partage une seconde de mes idées. Parce que si une femme a un cycle régulier, oui. Disons un cycle de 28 jours. De 28 jours. On va un peu faire des gynécologies sur ce plateau. Oui, on compte maintenant 14 jours. C'est la date de jour de l'ovulation. Le jour de l'ovulation, on compte 14 jours. On soustrait 3 jours avant et 3 jours devant. Oui. Le mari doit faire l'amour 3 jours avant le 14. C'est-à-dire, dans son calendrier, il doit cocher. Avant le jour qui est le 14e jour,
il fait l'amour 3 jours avant parce que le garçon meurt vite. Non, La fille c'est le résiste. contraire. Non, attends. Non, il paraît que c'est ce que Walter dit qui est vrai. C'est le garçon qui m'invite. C'est le garçon qui m'invite. Pour la fille résiste, si tu fais l'amour à ta femme tous les jours, il est fort probable que tu aies des garçons. Moi, je n'ai que des garçons parce que je viens de me marier. Et je travaille beaucoup. Je suis hors de la vie. Je travaille beaucoup. Je viens seulement faire l'amour à ma femme quand elle veut déjà accoucher. Je choisis de faire les garçons et les femmes quand je t'en fais sur moi. Non, c'est très important. J'ai testé sur moi, ça marche. Parce que tout à l'heure, là, j'ai dit un truc, c'est quand il réagit maintenant que je me rends compte que non, en fait, j'ai inversé. Tout à fait. Parce que quand tu fais, tu as le rapport presque le jour de l'ovulation, tu augmentes la probabilité d'avoir un garçon. Non, une fille. Une fille. Oui. Mais comme les gamètes mâles sont plutôt endurants, il faut commencer avant. Tu es toujours là tous les jours. Peut-être même 4 jours avant le jour d'ovulation, une semaine, tu es là tous les jours. Il faut beaucoup marcher là, à la cola. Hein? Bref. Si tu vas avoir une fille, comme il a dit là, il faut 3 jours avant le 14e jour. Maintenant, le garçon, ça peut venir 3 jours après. Ou bien continuellement pendant la période d'évaluation qui est 7 jours. Et pour savoir les 7 jours-là, le dernier jour des règles de la femme, vous comptez 7 plus 6. Maintenant, ça va donc donner le cas. Docteur Walter, ça veut dire que c'est pas facile qu'une femme te trompe dehors, hein? Non, c'est toi, tu peux savoir. C'est toi qui l'as enceinté. Parce que tu calcules très bien ces choses. J'ai calculé, ça marche avec moi. Même avant même d'être marié, les enfants que j'ai eu avant le mariage, ça a toujours marché. Avec les cycles réguliers, il faut préciser, les cycles irréguliers là, parce que quand vous comptez 14, ça peut tomber le 17 ou bien le 16. Donc si vous maîtrisez ça, demande aux hommes de maîtriser ça, pour que vos femmes n'aillent pas faire des enfants avec des DG. Il faut maîtriser. Là, c'est un autre débat. Alors, lisons rapidement quelques messages à travers cette messagerie qui explose, comme d'habitude. Salut, espace miné. Les couples d'aujourd'hui, je ne crois pas que je vais me marier un jour. Hein. C'est le toit qui cache la vie des gens. Pierre depuis Olembe. Ah bah Pierre, tu ne sais même pas les secrets que nous avons dans nos maisons. Peut-être même que ça c'est rien. Bonjour, la sagesse de la modération, très belle émission. Rappelons tout simplement au monsieur qui fait les heures supplémentaires avec la femme d'autrui que chez les Bantous, c'est à l'homme qu'appartient la chèvre, qu'appartiennent les chevreaux. Qu'il se cache un peu et gêne un zalé depuis les berges d'une cam. Un autre message ce jour. Alors, bonjour parfait, quand on cherche, on finit par trouver, sans chercher, Dieu nous parle à travers des actes que nous posons au quotidien. Ce monsieur n'a qu'à rester tranquille et continuer sa mascarade avec la dame, car qui a bu boira, malgré l'exploitation de l'homme par l'homme, et au-delà de toute considération, la femme a pris goût. Elle va continuer sa sale besogne avec son cobaye, sans l'avis de son mari. L'autre là n'a qu'à rester tranquille. Un jour pour lui va sortir. C'est Cyril à Douala. Donc, il continue à se faire exploiter. Alors, un autre message ce matin. Bonjour Perfecto et à tout ton riche panel concernant la dénonciation de ce matin. Ce monsieur est justiciable car c'est de l'adultère et l'article 361 du Code pénal camerounais le condamne. Et maintenant, si ce dernier veut faire du chantage à cette dame ou à ce couple, il se fera casser la figure car le chantage lui aussi est réprimé par l'article 132 du Code pénal camerounais. Donc il doit se taire à jamais. C'est Gabi. C'est ça le mensonge. Bon, moi je suis d'accord qu'il puisse se taire. Mais toujours est-il que quand l'enfant va grandir... Il fait le chantage. Non, moi je ne suis même pas au niveau du chantage. Qui vient prendre l'enfant? Non, il ne va pas prendre l'enfant. Mais qu'il reste toujours de temps en temps à côté de l'enfant là. Non. Il dit, attendez d'abord, il dit de temps en temps bonjour à l'enfant là. Il ne dit rien.
Ah, je lui dis bonjour à l'enfant là. Et il commencera à être un bon tonton. Et le père... Et vous n'envisagez pas qu'on va peut-être bientôt l'affecter très loin? Ah, ça l'a tombé. Et le père prévu par le droit va donc faire comment? Comme il viendra dire bonjour. Est-ce que vous avez Non, demandé? lui sera à côté de l'enfant. Il lui dit bonjour. Un jour. Non, attends, Ibrahim. Oui. L'affaire du sang, Oui. c'est une affaire très Oui, sérieuse. L'affaire du sang. Je vous assure, si c'est vraiment l'employé là qui a accouché cet enfant, qu'il reste même tranquille. Moi, je lui donne ce Oui, c'est conseil. tout. Reste Vous avez tranquille. tout dit, parfait, c'est tout. Un jour, toi-même tu Qui ne feras. parle plus de ça. Qui ne parle plus. Parce qu'il continue à parler, c'est là en danger. Hein. Oui, il est en danger. Bien, je dis que Le monsieur, le mari puissant là peut lui faire un truc. Oui, là on parle, on ne sait pas si le mari est colonel. Voilà. On ne sait pas. Ça se rapproche même de là. Parce qu'il y a un lit d'affectation. Oui, donc il ne sait pas. Méfiez-vous, hein, monsieur, ne parlez plus de ça. Salut Espace Miné. Si quelqu'un n'arrive pas à faire d'enfant, il peut voir soit son ami, soit son frère pour l'aider à le faire. Le chantage ne sert à rien. Et si l'homme n'était pas alors stérile, il allait gérer le retour. C'est l'enfant des mariés. Tu n'es que l'enceinteur, le buteur. Tu n'es pas l'homme du match ou le meilleur joueur. Même la loi est contre toi. Tu n'auras pas gain de cause. C'est Arnaud de Mendon qui envoie cette contribution. Un autre message ce matin. Alors, que dit ce téléspectateur? Trop de messages, hein? Bonjour parfait, ici, c'est lui qui sème dans le champ d'autrui. La récolte revient au propriétaire La du champ. parabole est claire. Emploie un trait. C'est compliqué, hein? Un autre message ce matin. Bonjour parfait, ainsi qu'à votre panel. Cet enfant reste l'enfant du père légal jusqu'au désaveu de cet enfant par le père. Le père biologique a intérêt à fermer sa bouche s'il ne veut pas se retrouver en prison. Les Bassa appellent cela Ngebanden, Blaise Douala. Et si l'enfant était une fille? Non. On vous a dit que l'enfant là c'est un garçon. Voilà même pourquoi ça crée autant de problèmes. Un autre message ce matin. Bonjour, bien le bonjour, le parfait teaser de mes matinées. Moi j'ai failli avoir ce genre de cas avec l'une de mes ex-concubines qui m'a proposé de lui faire un enfant dont le secret restera entre nous vu qu'elle vivait avec un homme qui n'avait pas à procréer. Qui n'arrivait pas à procréer. J'ai vu ça comme une manipulation spirituelle. Et donc, j'ai mis fin à notre relation. Et quelques années plus tard, elle m'appelle pour me narguer du fait que malgré mon refus, elle a trouvé avec qui faire son enfant. Les femmes sont diaboliques et sadiques. Elles sont prêtes à tout pour avoir ce qu'elles veulent. C'est Steve Dekounou qui envoie cette contribution. C'est vrai que lorsque... C'est aussi l'aide, hein. C'est vrai que lorsqu'une femme cherche un enfant, hein, Elle est prête à tout. elle est prête à coucher même avec le plus grand vampire de l'Inde. C'est ça. C'est très compliqué de tomber sur une femme qui cherche un enfant. Elle devient dangereuse. Hein. Très, très dangereux. Oh, c'est Elle pas bien. expose tout le monde. Hein. Bonjour parfait et à tout ton brillant panel. En ce qui concerne la dénonciation du jour, le monsieur a vendu sa fertilité en échange de la richesse et maintenant il demande à sa femme de faire un enfant dehors. Aussi simplement, non, ce monsieur est dans les loges. Que le père de l'enfant lâche l'affaire, c'est très compliqué car il risque même de perdre la vie s'il insiste à récupérer l'enfant. C'est Marcelin depuis Douala. Ben, c'est pas toujours les affaires de loge, hein. Il y a des infertilités, vraiment, d'autres... Ce n'est pas que les affaires de loge. Même s'il faut aussi reconnaître qu'il y a aussi les affaires de loge. Non, bien sûr. Parfait, bonjour. Parlant de la dénonciation, l'employé ne doit pas se plaindre puisqu'il bénéficie de tous les avantages. Qu'il sache que ce couple lui doit. Je félicite la femme parce qu'elle a réalisé ce que chaque femme attend dans son foyer, avoir un bébé. Vous entendez, non? Quand une femme veut un enfant dans un couple, elle est prête à tout. Surtout même si elle voit encore les marabouts. Hein. Vous laissez le marabout détourner votre épouse, c'est que vous êtes un enfant. Les femmes qui cherchent les épouses des gens ici. Les femmes qui cherchent les enfants ont eu des rapports sexuels avec beaucoup de marabouts. C'est ça. C'est ça. Non, parfait, ne manque pas, c'est vrai.
C'est vrai, moi j'ai beaucoup de Le cas comme marabout ça. dit qu'il faut que lui-même mette l'enfant. Oui, il faut que lui-même couche avec la fille pour lui donner l'enfant. C'est comme ça qu'il va mettre l'enfant. Et parfois, Il introduit l'enfant. Parfois, les enfants là ne vivent même pas longtemps. Si Mais c'est le puisque même ce sont les enfants du diable. Puis l'enfant part. Bonjour à vous. Cette situation est une réalité dans plusieurs couples ici au Cameroun, de façon consentie, comme le cas de ce jour, où sur une seule initiative de la femme qui sait que son mari n'est pas fécond pour sauver aussi son couple. Lisons peut-être deux dernières réactions. Bonjour le David, pas goût de la modération. Ce monsieur, c'est un malade. Même si ce monsieur est stérile, son sapeur-pompier ne peut pas prendre cet enfant, qu'il reste tranquille. Ça peut même affecter son propre mariage. C'est Marin Oyam depuis Kribi. Un autre message. Bonjour, les hommes-lois de la modération. Ah bon? Et il y a tout un panel. Je pense que la dénonciation de ce jour est assez embarrassante sur le plan moral. En fait, c'est une histoire qui relève purement de ce que Charles Atebe appelait le paranormal. Le monsieur qui réclame l'enfant est un déséquilibré mental. Et je pense qu'il y a eu un deal entre lui et la femme. Donc il ferme sa bouche, puisque son chantage ne passera pas. On ne l'a pas manipulé. C'est un gigolo qui veut masquer son forfait à sa femme. C'est Léo de Polytech. Léo de Polytech, on te dit merci. 10h, 11h52. C'est bien de regarder la télé. Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder votre chaîne de télévision Info TV. Nous émettons à partir du Cameroun, à partir de Yaoundé, la capitale du Cameroun, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Le programme c'est Espace Miné. Nous sommes mardi, nous parlons de l'entrepreneuriat. En ouverture, nous vous l'avons dit, on le réitère, nous parlons des business, comment rendre un business, comment faire en sorte qu'un business soit transmissible. Quelqu'un m'a posé une fausse question quand j'entrais dans ces studios. Il me demande, parfait, est-ce que les business ont déjà des maladies? Je ne lui ai pas répondu. Il a dit, regarde l'émission. Et donc, je vais passer la parole à Ibrahim, Ibrahim qui va nous planter le décor dans le cadre justement de cette problématique.
Est-ce que les business ont déjà des maladies? Certainement, les patrons des business ont déjà des maladies. Parfait, ici, c'est pas la première fois qu'on va le mettre sur la table que 81% des entreprises ont fermé au Cameroun sur 10 ans, selon le recensement général des entreprises de l'Institut national de la statistique qui a été fait en 2009. On s'est rendu compte en réalité que même quand on fait une émanation de la grande quantité d'entreprises qu'il y a au Cameroun, il y en a beaucoup qui ont déjà fermé. Beaucoup d'entreprises ont fermé lorsque le patron est tombé malade. Oui. Beaucoup d'entreprises ont fermé lorsque le patron n'avait plus d'énergie. Beaucoup d'entreprises ont fermé lorsque les patrons ont disparu. Lorsque le patron est mort. Parce qu'en réalité, on n'avait pas préparé la transmission, la succession, la remise des commandes de l'entreprise à une autre équipe. Je ne veux pas entrer d'entrée de jeu dans les formes de transmission, que ce soit les transmissions familiales où tu as un patron qui décide de laisser les commandes à ses enfants, ou les transmissions professionnelles où on appelle une autre équipe parce que bon, ça te dépasse. Tu peux plus gérer, tu n'as plus d'énergie, tu donnes à une équipe qui gère, ou alors même les ventes de structures. Je voudrais d'abord rappeler ici qu'on est en train de traiter de la question de la pérennité et de la survie du tissu économique national. Et pour ça, les entrepreneurs qu'il y a au pays et même partout doivent comprendre que l'idée de la transmission de leur héritage, de leur travail, de leur business est quelque chose qui doit être une priorité. Sinon, on sera toujours en train de bâtir des entreprises qui vont fermer et on n'aura pas la primeur de dire que véritablement au Cameroun ou en Afrique, il y a une entreprise qui a fait 50 ans, 100 années. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'on doit parler des grandes entreprises qui ont fait 100 ans, il faut qu'on aille chercher aux États-Unis, il faut qu'on aille chercher en Chine? Pourquoi est-ce qu'au Cameroun et en Afrique, on ne peut pas aussi parler d'une entreprise qui a fait 50, 130 ans? Parce qu'en réalité, la mentalité ou la conscience du fait que c'est notre devoir en tant qu'entrepreneur de transmettre, de permettre cette passation-là, elle n'est pas présente. On a encore des chefs d'entreprise qui pensent que leur business c'est leur affaire. Ils ne pensent pas que c'est une activité dont il faut déposer un héritage aussi bien pour leurs enfants, mais aussi un héritage pour la nation, un héritage pour le quartier pour lequel ils sont en train de faire ce qu'ils sont en train de faire là. Et il faut que ce changement mental puisse absolument s'opérer. Il faut que les chefs d'entreprise arrêtent de penser que vraiment cette affaire c'est mon affaire. S'il n'est pas là, l'entreprise ne marche pas. S'il n'a pas d'énergie, l'entreprise n'a pas d'énergie. S'il n'intervient pas, il faut toujours qu'on se réfère à sa mémoire, il faut qu'on se réfère à ses relations. Les choses n'avancent pas comme ça. Le tissu économique du Cameroun doit évoluer. Et ce tissu va évoluer parfait ici si on intègre dans la tête et dans la mentalité des PDG qu'il faut pouvoir transmettre. La question de la transmissibilité des entreprises ou de la succession, je vais utiliser un terme beaucoup plus banal que tout le monde comprendrait, de la succession, c'est qu'il en va de l'enjeu aussi bien de l'expansion, du développement de l'activité que de la création d'un véritable héritage. Lorsque vous décidez de travailler la succession de votre entreprise, parfait ici, vous travaillez automatiquement les procédures. C'est-à-dire que dans mon entreprise, comment est-ce qu'on fait le recrutement? Comment est-ce qu'on compose ma sauce là? C'est quoi la recette, ma formule pour la fabrication de ce savon? Comment est-ce que nous on vend? Comment est-ce qu'on traite les clients? Est-ce qu'il y a un manuel de procédure où tout est décrit? De telle sorte que parfois ici, si ça arrive que vous soyez fatigué de faire de l'âge, ou malade, ou en voyage, que quelqu'un puisse savoir exactement ce qu'il y a à faire, connaître la procédure qu'on doit utiliser et puisse le faire. Qu'on ait le code. Qu'on ait le code, que ça puisse se poursuivre, pas mourir dans le temps. Il y a des entrepreneurs qui produisent des choses intéressantes, extraordinaires, mais après qu'ils sont partis, plus rien. C'est terminé. Et c'est ça en réalité qu'on pose sur la table et c'est sur quoi on veut pouvoir travailler ce matin. Merci Ibrahim. Alors pour cet ami qui m'a donc demandé si les entreprises étaient déjà des maladies, je pense qu'il a déjà un début de réponse avec l'explication de notre expert Ibrahim Maxime Julien. Je passe la parole à l'autre Ibrahim, mais lui Ibrahim Diagra. Alors, Ibrahim Maxime a dit tout à l'heure qu'il fallait véritablement faire en sorte que lorsque vous avez mis sur pied une entreprise, vous ne serez plus là, lorsque vous serez peut-être en difficulté, qu'il y ait un relais. Alors, est-ce qu'il y a des mécanismes lorsque vous mettez sur pied une entreprise? Est-ce qu'il y a des mécanismes à assurer, à mettre sur pied pour pouvoir assurer cette transmissibilité? Perfecto. Je pense que la question de la pérennisation de l'initiative entrepreneuriale, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Tout à fait.
c'est une question très très complexe dans la mesure où plusieurs paramètres entrent en jeu pour véritablement passer et réfléchir à la pérennisation des entreprises. Je prends un exemple très simple. Nous sommes aujourd'hui, quand vous voyez la majorité des entreprises au Cameroun qui ont été créées après les années 90 sont presque mortes. Pourquoi? Parce que... Y compris les entreprises d'État. Y compris les entreprises d'État, c'est justement la question en lien avec l'environnement socio-économique et politique qui existe. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on perde de vue que quand on a une entreprise, ce n'est pas seulement de la responsabilité de l'entrepreneur de penser à la pérennisation de l'initiative, mais c'est aussi à la responsabilité de l'État. Quand vous voyez un peu comment ce qui se passe aux États-Unis avec Elon Musk reçoit des subventions de l'État, pas seulement pour permettre à l'entreprise de grandir, mais réfléchir aussi à la pérennisation de l'entreprise. Et cela passe comment? Se mettre sur pied un dispositif et un environnement qui peut lui permettre de passer à cette pérennisation, parce que l'existence d'une entreprise dans un pays, ce n'est pas seulement, ça ne profite pas seulement qu'à l'entrepreneur, hein, ça profite aussi au pays, parce que c'est avec ces entreprises-là qu'on paye des taxes aujourd'hui. C'est ça qui permet aux gens, par exemple, de payer. Qui soutient l'économie du pays. Qui soutient l'économie, que ce soit même la société, parce que c'est avec ça qu'on finance des hôpitaux, on finance des écoles. On diminue le chômage. On diminue le chômage et autres. Alors, si l'État ne prend pas véritablement sa responsabilité de manière claire, c'est vraiment très, très, très difficile de penser à la pérennisation de l'initiative. Je prends cet exemple, pourquoi? Parce que je suis originaire de Mora. J'ai vu dans une localité frontalière et je fais chaque mois au moins 3 à 4 tours au Nigeria. La semaine passée, j'étais à Lagos parce qu'on développe, nous, en tout cas, fils de la frontière, on développe aussi beaucoup de business du côté du Nigeria. Je vous dis... Parfois même beaucoup plus au Nigeria. Oui, parfois même beaucoup plus au Nigeria parce que l'environnement est beaucoup plus propice au Nigeria qu'au Cameroun. Ah bon? Oui, en termes de développement de business, honnêtement, parce que quand nous on arrive par exemple en tant que fils de la frontière, à un moment donné, les gens n'ont même pas besoin de nous demander la formalisation même de notre présence au niveau du Nigeria pour développer une initiative, mais on se met juste ensemble avec des frères qu'on connaît du côté du Nigeria, où on crée des joint ventures et ça nous permet de créer vraiment de la richesse. Et là, c'est vraiment ce genre de stratégie que l'État devait mettre sur pied et devait développer pour permettre aux entreprises d'être pérennes. Maintenant, l'autre chose aussi, perfecto, il faudrait qu'on relève. Vous savez, le challenge qu'il y a aussi au niveau du Cameroun, il faut être clair, c'est que il y a beaucoup d'adéquation entre l'initiative qui se développe souvent et les mesures d'accompagnement qu'il y a. Pourquoi? Parce que les banques camerounaises, quoi qu'on dise, hein, les gens ont tendance à penser que non, les banques nous accompagnent, c'est vrai, mais non. Ils ne nous accompagnent pas véritablement. Par exemple, quelqu'un qui veut faire de l'élevage, je prends un exemple, il y a un besoin réel dans le domaine de consommation de viande. Vous avez un jeune qui a développé son initiative entrepreneuriale dans le domaine de l'élevage de bétail, en stabulation par exemple, où on les garde, tu achètes 2, 3, 4, 5, peut-être 50 têtes, où tu gardes, tu les nourris avec du tuto et autres, on connaît le mécanisme très bien. Mais si vous demandez par exemple un accompagnement de la banque, ils vont te dire non, on a besoin soit d'un titre foncier, soit de la garantie, soit de ceci. Et à un moment donné, on a véritablement des difficultés à pouvoir implémenter ce genre d'initiative. Tu es obligé de racoler auprès des frères, des amis et autres pour essayer de soutenir ton initiative. Imagine par exemple que tu utilises tes propres relations pour mobiliser ce genre de sous. Si tu ne travailles pas pour connecter par exemple ton fils ou bien ta personne qui doit prendre le relais dans le cadre de la pérennisation de cette initiative, une fois que tu meurs ou bien il y a un accident, je ne sais pas, il y a un empêchement quelconque, l'entreprise peut facilement mourir. Hein? Mais par contre, si on inscrit la dynamique dans la dynamique institutionnelle, où on sait que non, les responsabilités de l'État sont bien claires, les responsabilités du responsable de l'entreprise sont bien claires, peut-être les responsabilités de l'institution financière qui vous accompagne, parce que c'est aussi ça. À un moment donné, là, ça ne va pas mourir. Très bien. Moi, vous l'avez chuté. Okay. Merci, hein. Merci.
Ibrahim Diagra. Alors, docteur Walter Shaw, vous qui êtes justement expert en économie, vous avez donc un thème ce matin où nous parlons de ces business qui meurent une fois que le patron n'est plus en vie, qui meurent une fois que le patron est en difficulté, qui meurent une fois que le patron estime qu'il n'en peut plus. Que faire pour que nos entreprises ne meurent plus comme des mouches? Il y a Maxime Julien qui posait une préoccupation importante tout à l'heure. Dans certains pays européens ou du côté des États-Unis, et que sais-je encore, vous avez des entreprises qui ont fait 50 ans, 100 ans, 150 ans et qui sont là. Vous n'allez pas nous dire que le monsieur qui a créé cette entreprise 150 ans plus tard, il est toujours en vie. C'est faux, mais l'entreprise a survécu. Alors, pourquoi pour le cas du Cameroun, prenons seulement ce cas, c'est difficile même de voir une entreprise qui a déjà eu 40 ans. Oui, parfait. Ici, j'aurais 3 grilles d'analyse. Mais avant cela, je voudrais dire que je voudrais partir du postulat que un projet entrepreneurial est durable lorsqu'il est transmissible. Ça, je voudrais partir de ce postulat pour bâtir mes idées et faire des analyses. Bon, je réponds en commentaire votre question avant de faire l'analyse. Allons-y. Au Cameroun, le modèle économique n'est pas très solide. Les taxes, les impôts, l'assiette d'impôts est très lourde pour les entreprises. Voilà pourquoi les entreprises se découragent. L'État a besoin, de l'autre côté, l'État a besoin des revenus pour lancer les activités économiques. De l'autre côté, il faut prélever les impôts. C'est ça qui les décourage. En prélevant les impôts, les entreprises considèrent qu'il y a exagération de l'assiette d'imposition au Cameroun. Il y a quelques jours, il y a un monsieur qui est en Allemagne, qui est venu au Cameroun. Il m'a dit qu'il a arrêté toutes ses activités commerciales à Yaoundé. Il est actuellement à Saint-Méléma. Il m'a dit de vous saluer, il s'appelle Kenzo, il est en Allemagne. Je lui dis aussi bonjour. Il me dit qu'il est découragé bonjour à Kenzo de l'Allemagne. À cause des impôts et des taxations patentes et tout ça. Vous ouvrez une petite boutique au marché central, vous avez 20 types d'impôts. Vous avez un petit comptoir au marché Mokolo. Vous avez au moins 15, 20, 30, voire 40 impôts à payer. Ça décourage les... Vous ouvrez une entreprise, par exemple, de restauration ou bien de production. Parfois un petit tourne d'eau. Un petit truc, on vient, on dit, bon, il y a la mairie, il y a ACM, tout ça. Ça décourage les gens. C'est pas possible. Donc, c'est ce modèle économique qui décourage, parce que le contexte camerounais est très particulier. On a les impôts, les taxes, et les patentes, ce qu'ils appellent quoi là, sur le trottoir occupé là, que la mairie appelle là. Et tu vois ce que les gros bras de la mairie font dans la ville actuellement. Les Awara, ils ramassent les habits. Parfois, ici en 2008, moi je vendais les habits à Mokolo. On avait ramassé mes habits. J'ai failli piquer une crise. Je voulais rentrer à Bamenda. On m'a reconforté avant qu'il reste à Yaoundé. Vous croyez qu'avec ce genre d'activité, de pratique, les gens vont prospérer comment? Donc maintenant, je chute avec les 3 grilles d'analyse. Première grille d'analyse, comment transmettre? Il faut une équipe compétente. Parfois ici, regardez dans les entreprises ici et dehors, parce que moi j'ai assisté dans les jurys de recrutement des entreprises ici à Yaoundé. Parfois quand le PDG sent qu'il ne sera plus là, ou bien il est déjà à la retraite, ou bien il doit voyager, il commence à repérer un employé dans son entreprise, ou bien une employée dans son entreprise, qui peut avoir les mêmes capacités. C'est ça, former une équipe compétente. Je prends par exemple ici à Info TV, lorsque le PDG sent qu'il y a un bon manager parmi ses équipes, parmi son équipe de journalistes, il va commencer à le former, à lui transmettre maintenant le savoir, la sagesse, connaissance. C'est comme ça que ça se passe. Je connais une entreprise de la place où le PDG est mort, c'est sa femme qui conduit. Il a transmis maintenant les compétences, savoir-faire, savoir-être à sa femme, qui est en train de transmettre maintenant à des employés et qui n'est plus de ce monde. C'est comme ça qu'on construit une équipe. À un moment donné, j'ai souvent également causé avec certains chefs d'entreprise qui me font comprendre que ils ont du mal à repérer quelqu'un qui peut poursuivre son œuvre. D'autres disent que ils n'ont pas confiance, parce que le mot confiance est venu à plusieurs reprises. Voilà. Je vais les répondre.
Donc ils se disent que, Non. bon, si maintenant je ne suis pas là, peut-être je Ils ont transmets, est-ce que ces gars-ci ne vont pas finalement me flouer, ainsi de suite Parfait, ici, ils ont raison. Est-ce qu'ils ne vont même pas voler mon entreprise? Ils ont raison, mais je vais leur donner une solution. Si vous n'avez pas repéré quelqu'un pour lui transmettre les compétences, vous pouvez recruter, vous lancez un appel d'offres. Moi, je prends par exemple, il y a une entreprise qui m'avait recruté, lorsque le PDG m'appelait dans son bureau, il a dit, Walter, je vais partir à l'étranger, voir mes enfants, je suis déjà près de 80 ans, je crois que c'est toi qui vas me remplacer. Mais ce qui nous a séparés, c'était le salaire. Il m'a dit que dans son entreprise, il n'y a personne qui peut former pour qu'il le remplace, pour qu'il lui transmette les compétences. Et lorsque j'ai été installé, j'ai compris que le coffre-fort était dans mon bureau. Avant de venir au travail, la caissière venait ouvrir mon bureau. J'ai compris que l'affaire là devait m'amener en prison. Je suis parti. Parce qu'il m'a dit que tu dois régler le problème chez moi. Donc je dis à ces gens-là que vous pouvez recruter en extérieur, que vous pouvez recruter. Ne riez pas parfait, c'est très important. Vous ne pouvez pas être un employé d'une entreprise, on garde l'argent dans votre bureau. Quand vous venez, vous restez dehors, on ouvre avant que vous entrez. Tu sais qu'on a fait quoi là-bas? On lui dit que me forme pour venir le remplacer. Maintenant, dernière grille d'analyse, je finis par là, c'est la valorisation de l'entreprise. Comment valoriser l'entreprise? Vous pouvez, vous avez créé un produit ou bien vous rendez un service. Il faut avoir la clientèle fidèle. C'est quoi une clientèle fidèle? C'est-à-dire, chez vous, c'est les clients qui discutent la marchandise. Allez un peu partout voir comment les gens s'alignent pour avoir telle ou telle chose. Je ne vais pas prendre des exemples pour faire la publicité gratuite. Vous voyez que dans certaines entreprises, c'est les clients qui discutent la marchandise. Vous devez créer cette connexion avec les clients en motivant les clients. À un moment, vous pouvez faire les rabais avec les achats des produits. Vous faites ce qu'on appelle les restones, c'est-à-dire quand vous achetez beaucoup, on diminue un peu le pourcentage des prix. Là, vous construisez un client fidèle. S'il s'agit de la télé infotive, les clients fidèles, c'est quoi? C'est des bonnes émissions, comme Espace Minier. Vous avez construit une clientèle fidèle qui s'accroche à donner la visibilité à Info TV. Donc, on devait s'accrocher sur votre émission pour construire, pour valoriser Info TV. Moi, je prends des exemples clairs. Très bien. Merci beaucoup. Merci, docteur Showalter. Alain Douk, est-ce qu'on ne devrait pas également nous dire, hein, lorsque nous sommes en train d'énumérer les freins à la transmissibilité d'un business, avoir cet autre volet qui consiste à ce que nous créons des entreprises sans véritable base, et ceux même qui sont à la tête de ces entreprises n'ont aucune formation, ils sont venus comme ça, de nulle part. Oui, cet aspect-là est à envisager lorsqu'on parle des critères de transmissibilité. Si vous n'avez pas les compétences en tant que manager ou promoteur d'une entreprise, c'est déjà une menace que vous faites planer en réalité sur l'affaire, sur l'entreprise en question. Ça veut dire qu'on n'aura même pas l'occasion peut-être de parler de la transmissibilité, puisque vous déjà vous pourriez tuer l'affaire de votre vivant. Vous êtes même un blocage. Un blocage à l'épanouissement, à l'envol, à la croissance du business. Donc maintenant, il y a quelque chose qu'il faut comprendre au niveau de la transmissibilité ici. Et dans les deux cas, parce qu'il y a deux perspectives. La transmissibilité, c'est-à-dire filiale, c'est-à-dire vous créez une unité de production de la richesse. Mais il ne faut pas que la richesse s'arrête avec vous. Vous avez perpétué des enfants. Tout à fait. Il y a des générations futures. Et il y a, puisque les unités de production finalement ne font pas que du bien à vous, à votre cercle restreint. Il y a l'unité de production dans l'économie nationale. Hein, au niveau macroéconomique. Donc l'État aussi a un gain à ce qu'il y ait pérennisation de cette activité qui produit de la plus-value et fait du bien à l'économie nationale. Donc, vu sous cet angle, l'entreprise doit être pérenne. On doit pouvoir la transmettre. Transmettre d'abord à vos héritiers directs, votre filiation. Alors, parfait. Contextualisons l'affaire, on a remarqué que plusieurs des entreprises camerounaises ont des problèmes dès que le promoteur est mort. Donc ça veut dire qu'au niveau de la famille même déjà, il y a des crises d'ordre juridique. Ouais. Hein? La transmission patrimoniale de la chose familiale. Presque toutes les grandes fortunes du Cameroun ont eu ces problèmes. Comment ça se passe?
est-ce qu'ils font clairement des... C'est-à-dire, est-ce qu'ils encadrent vraiment juridiquement l'affaire, comme il se doit? Parfait. Je pense que même quand c'est pas au haut niveau, comme avec ces grands magnats dont nous parlons dans le cas du Cameroun, même les autres entrepreneurs modestes doivent avoir comme exigence de savoir associer des juristes à la gestion des affaires de leurs entreprises, des notaires, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et ils doivent faire des testaments clairs. On doit savoir clairement qu'après vous, voilà comment vous voulez, sous quel régime vous voulez que l'entreprise poursuive sa course. Qui est responsable de quoi et à quel niveau? Ça doit être clairement spécifié. Parce qu'il y a le brouillard, les gens viennent, ça devient des batailles de chiffonions, on se déchire, on veut ci, on veut ça, chacun veut sa part. Comme c'est la logique du mapatisme au niveau du pays. On oublie la vision initiale et c'est comme ça, ça finit même en bain de sang. Et pendant, au lieu de passer le temps, au lieu de consacrer les énergies maintenant à la prospérité de l'entreprise, chacun veut sa part et puis l'affaire meurt de sa belle mort. Tout à fait. Maintenant, ça c'est deux. Maintenant, Oui. il y a la transmissibilité vue sous l'angle de la cession. Parce que quelqu'un peut dire, bon, je suis plus là, moi je vais vendre. C'est aussi une option. Oui, c'est une option. Et les exigences sont les mêmes. Parfait. Puisque tu parlais des compétents, vraiment, il faut prendre des gens compétents. Parce que si tu veux faire des affaires de copinage, où tu avais une relation privilégiée avec un tel, tu laisses le gars caper. Tu veux prendre la petite copine, la petite amie, elle n'a pas forcément ce qu'il faut, je sais pas moi quoi. Tu vois que toi-même tu mets déjà la pérennité de l'entreprise en danger. Il faut une équipe véritablement compétente, outillée, pour que la prospérité soit garantie même en votre absence. Il faut qu'ils épousent votre vision. Parce que si votre vision était prospective, il faut que les gars épousent la vision en question pour continuer à projeter et maintenir l'entreprise sur la trajectoire qui était la vôtre. Oui, parce que parfois aussi des changements de vision inopinés peuvent venir mettre à mal tout. Très bien. Voilà. Et quelqu'un a dit ici, véritablement, il faut vraiment, parfait, il faut qu'on soit sérieux, il faut être exigeant sur les canons de la gestion comptable et financière, la gouvernance financière des entreprises. Ne donnez pas les cadeaux empoisonnés aux gens. Vous voyez l'entreprise, c'est là que le gros nom. Quand on vous dit que vous en héritez, En bas, c'est pour voilà pourquoi l'audit est nécessaire. Alors, repartons au niveau de notre messagerie. Bonjour le panel. Le climat des affaires n'est pas favorable au Cameroun. L'État est le premier tueur des entreprises par une taxation exagérée avec zéro mécanisme d'accompagnement et un mauvais cadre institutionnel. Pour formaliser une entreprise durable au Cameroun, il faut restaurer la confiance entre les différents acteurs et créer un cadre juridique plus attrayant. On a l'impression que l'État se sert des entreprises comme des vaches à traire qu'on ne nourrit pas. C'est Bertrand à Tangana qui envoie cette contribution. Un autre message ce mardi matin. Bonjour le Seigneur de la modération et au panel. J'ai une à adresser aux chercheurs. Où en sont peut-être vous l'avez dit, j'ai une question à adresser aux chercheurs. Où en sont les recherches sur la fabrication des missiles balistiques et drones made in Cameroun? C'est Stéphane depuis alors. Je ne suis pas le porte-parole du gouvernement. Ça se discute même déjà dans notre contexte. Et en réalité même, vous pensez que c'est sur espace miné Mon frère, on va venir parler de ce genre de sujet? choses-là, ils viennent nous piéger. Ah, monsieur, vous nous piégez. Nous ne sommes pas les porte-parole du gouvernement. Nous parlons là des choses très compliquées de l'armée. Oui, ça dit qu'il indexe l'armée ici. Il veut qu'on attaque l'armée. Monsieur, vous vous êtes trompé de télé. Hein. Moi, je vous ai dit, moi, je ne veux plus de problèmes avec mon grand frère Joe Chebonken Kalaboussé. Pour l'instant, nous sommes en paix. Voilà. Alors, un autre message ce matin, que dit ce téléspectateur. Bonjour, monsieur Parfait, ici. La question de la pérennité des entreprises est, dans certains cas, étroitement liée à la notoriété et à la capacité des héritiers à préserver l'héritage du fondateur. Bien souvent, ces derniers ne disposent ni de l'envergure
statut relationnel, ni des réseaux d'influence, notamment auprès des pouvoirs publics, ni même des avantages informels, tels que certaines faveurs fiscales dont bénéficiait le créateur de l'entreprise. Par ailleurs, certains contextes, l'entreprise repose également sur des fondements d'ordre mystique. Avant. Or, au décès du fondateur, l'absence d'initiation des héritiers à ces pratiques peut fragiliser, voire compromettre la continuité de l'activité. À cela s'ajoute parfois une orientation inadéquate de la formation ou un déficit de compétences en gestion entrepreneuriale. Ainsi, plusieurs facteurs concourent à expliquer les difficultés de pérennisation des entreprises. Excellente contribution. Oui, il peut avoir raison. On va toucher cet aspect-là tout à l'heure. Oui, il faut on va toucher cet aspect-là. L'aspect ayant trait à danser sans caleçon sur les tombes. Alors, un autre message. Bonjour le panel. Au 237, certaines entreprises ferment parce que les postes sont sexuellement transmissibles. C'est Jacques de Daïdo. Oh là là. Père. D'accord. Passons. Un autre message ce matin. Bonjour. Un pays, ce sont les impôts parfaits. Chaud ne dit rien. Parfait que le service des impôts sillonne la nuit chez les briseuses de poissons. Un maquereau à 3000 francs. Une sole à 9000 francs, sans aucun impôt, alors qu'un vieux père qui vend les épingles et aiguilles paye ses impôts. Les briseuses de poissons doivent être imposables. Merci, c'est Alain de Vormby. Économie de nu. Il faut dire à mon homonyme que vraiment, si on continue comme ça, sur cette lancée du seul outil de l'imposition pour penser une économie, pour dynamiser une économie, on n'ira jamais nulle part. C'est la feignantise. Je n'ai pas arrêté de le dire. C'est des feignants qui font ça. Parce que l'économie de nuit produit beaucoup d'argent. Non, le problème... C'est dans la nuit qu'il y a beaucoup de business. Le problème, c'est qui échappe l'assiette d'imposition. Non, c'est des... tu sais, le problème, c'est qu'il faut une autre perspective économique. Si on passe le temps simplement à arraser les gens, toi-même, tu te contredis. C'est toi qui disais tout à l'heure que vraiment la pression fiscale ne permet pas de s'épanouir. Oui. Hein? Il a donné le parallèle là-bas au Nigeria où on laisse souffler un tout petit peu les gens, on les arrache pas. Son souci, c'est qu'on impose, qu'on taxe ceux qui font l'économie de la nuit. Et lui, il a directement... Et là, je lui donne donc raison. Il a visé directement les vendeurs de poissons. Ouais, c'est un exemple. Non, en général, j'ai dit en général avec l'économie de nuit. Mais en même temps, quand même, l'économie vraiment, de nuit. parlons sans passion. Ouais. Pour quelqu'un qui vend un poisson à 9 000 francs, à 12 000 francs, il ne doit pas payer les impôts. Il doit payer. Il doit payer. Il doit payer. Mais ce monsieur a plus de bénéfices qu'un bonhomme qui a une petite caisse de cigarettes en journée. Voilà. Oh, le bonhomme qui a la petite caisse de cigarettes en journée paye les impôts. Voilà, l'économie de nuit et l'économie de jour. Est-ce que vous êtes sûr même que ces femmes-là ne payent pas? Non, attendez. Non, elle ne paye rien. Tu vois la mairie dans la nuit. Attends un peu. Je dis ceci. Tu vois la baiseuse de poisson parfois se met là devant, je sais pas moi, soit la cour, la véranda. Même devant le bar. Devant le bar del snack. Le problème, c'est que vous ne connaissez pas l'entente qui est entre le promoteur du snack et elle. Ben, le type de l'impôt, lui ne regarde pas ça. Plus que l'impôt. Elle paye. Et le promoteur du snack, lui, paye aux impôts. Donc la baiseuse de poisson paye l'impôt chez le promoteur du bar. Bon, on peut dire que c'est une forme d'impôt. Non, c'est possible, mais je pense que... Le baiser de porc, vous pensez que quand elle est là devant le bar, c'est pour rien. On lui a dit non, viens voir le porc pour rien. Alors, quelque part, on dit que qui paye mal paye deux fois. Alors, Ibrahim Marsim Julien, prenons un autre aspect. C'est revenu au niveau des échanges tout à l'heure, même au niveau des messages. Le cas des chefs d'entreprise qui ont certes des entreprises, par moment même, des entreprises qui se portent bien, mais se sentant un peu fatigués, ils commencent à vouloir donner cette entreprise à un de ses enfants. Malheureusement, l'enfant en question n'a pas toujours tous les outils. Résultat de course, parfois l'entreprise commence à chanceler. Alors, cette scène-là, cette situation... quelquefois, moi, j'indexe d'abord le propriétaire de l'entreprise en question. Parfois, je cause avec des personnes qui ont effectivement des grandes entreprises et qui ont des idées intéressantes. Et quelquefois, lorsque leur enfant tombe malade,
leur morale est abattue. Ouais. Quand je viens me les voir pour le dire, il faut qu'on tranche sur cette question, ils me disent, écoute, tout ce que je fais là, c'est pour ma fille. Si ma fille va pas bien ou mon fils va pas bien, comment est-ce que je fais? Ça sert à quoi que je me batte, que je me démène, que je me casse à l'esprit. Mais quand il y a les séances de travail, son fils là n'est pas là. Ouais, malheureusement. Sa fille là n'est pas là. Donc, la capacité, quand on parle de la transmission, la succession d'une entreprise, on a parlé de trois types de transmission. Soit elle est familiale, c'est-à-dire que vous avez décidé que ce sont vos héritiers qui viendront la faire. Soit elle est professionnelle, vous avez pris une équipe de professionnels que vous payez qui viennent la faire. Soit elle est commerciale, c'est-à-dire vous la vendez carrément pour qu'une autre personne l'achète et la porte. Si on reste donc dans le cas de la transmissibilité au niveau familial, le problème là-bas c'est que les porteurs de projets n'intègrent pas cette notion de transmissibilité des compétences, transmissibilité des relations, transmissibilité des savoirs. Ils ne documentent rien. Premièrement, ils ont une vision. Ils veulent aller loin, ils veulent faire quelque chose, mais ils ne se rassurent pas que leurs enfants ont cette même vision. Parfait, lorsque Samsung te recrute, moi j'ai vu un documentaire, j'étais dépassé. Lorsque Samsung te recrute, avant même que tu commences à exercer, tu passes une année, entre 6 et 2 ans en train d'être formaté Samsung. On te met Samsung dans le corps, dans l'esprit, dans les Tu ne respectes que Samsung. Quand tu m'as fait Samsung, tu m'as fait Samsung. Tu sais que c'est Samsung. C'est-à-dire qu'ils installent une vision avant même que tu ne t'assoies au poste pour gérer la technique là. C'est la transmission de la vision. S'il faut résoudre ce problème, il faudrait que les porteurs de projets, les promoteurs prennent leur enfant à la main et leur disent allons ensemble. Faisons-le ensemble. Viens, je te montre comment on fait. Viens, je te présente X. Quand ça va se bloquer, va le voir. C'est lui qui débloque ceci. Mais ils ne font pas ça. Et après, ils sont surpris que, écoutez, lorsqu'il est parti ou qu'il est fatigué, l'enfant n'arrive pas à tenir. Tu as dupliqué la formation quand? That's the question. Donc, à ce niveau-là, il y a un problème de la vision. Il faudrait, que nos promoteurs ou nos promoteurs d'entreprise arrêtent d'avoir des visions court-termistes et commencent à avoir des visions sur le long terme. Des visions où ils intègrent le fait que non, cette entreprise va être pérenne au moins sur 5 générations. Il faut que je prépare la relève en conséquence. Il faudrait aussi, parfois, ici, un autre problème qui justifie cet état de fait ou de situation que vous décrivez, c'est le fait que le promoteur ne veut pas séparer sa vie personnelle de son entreprise. C'est son entreprise, c'est son entreprise. Il faut qu'il soit toujours là. Tout doit passer par lui. C'est lui qui doit décider, c'est lui qui doit former, c'est lui le carrefour, le rond-point central, c'est lui tout. L'alpha et l'oméga. Oui, même à son fils, parfois, il ne donne pas de commandement, il ne donne pas de plaisir, il ne donne pas d'argent. Il veut tout contre. Il faut dissocier la gestion de son entreprise de sa personne. Ça, c'est une autre chose qui justifie le pourquoi est-ce que quand le petit là, ou la petite là prend la chose en main, ça ne marche pas comme ça devrait marcher. La troisième chose que je notais cette affaire-là rapidement, c'est que au-delà de... Donnez-moi une seconde, j'ai écrit tout ça. Voilà, j'ai parlé des procédures. Nos vieux papas là, ils n'écrivent rien. Ils n'écrivent pas la procédure. La procédure de comment est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on gère. Après, il vient, il donne un travail, une entreprise à un enfant qui ne sait même pas comment est-ce qu'on commence, comment est-ce qu'on finit. Comment est-ce que nos recettes à nous, si je vends un produit, comment est-ce qu'on fait la composition de nos recettes, c'est pas écrit. Comment est-ce qu'on gère et on fidélise nos clients, c'est pas écrit. Comment est-ce qu'on recherche nos clients, c'est pas écrit. C'est une Le manuel de procédure n'existe pas. Il n'y a pas de manuel qui décrit la procédure à tenir ou à suivre pour pouvoir implémenter un certain nombre de choses. Il va donc gérer et assurer la pérennité de ça comment? C'est pas possible. Autre chose, c'est au niveau de la gouvernance. On ne décide pas clairement de qui gère quoi. De quel est le pouvoir de chacun, de qui signe, quelle est la partie que chacun gère, on ne décide pas. Et après, on se surprend en sorte que les fils commencent à se livrer des batailles. Non, c'est moi qui dois prendre la gestion de l'entreprise. Non, c'est moi qui dois gérer le position. On n'a pas une gouvernance nulle. Donc, si quelqu'un veut véritablement aller dans une dynamique de transmissibilité ou de succession de son entreprise, il doit intégrer la vision et se rassurer que même à l'intérieur de son entreprise, parfois, ils disent qu'il n'y a pas quelqu'un là parce que ils n'ont même pas transmis la vision. J'ai pour le cas, est-ce que quelqu'un ici là, il faut vraiment se poser, je me suis posé la question là ce matin, parfait. Que bon, je porte des choses très intéressantes. Si je meurs là, est-ce que je suis sûr que l'affaire-ci va encore bouger sur 5 ans? J'ai eu mal de la réponse que moi-même j'avais. La réponse était non. Ma réponse était non, je n'étais pas sûr. Oh là là. Est-ce que, et chaque promoteur, je me dis qu'il se pose cette question, chaque promoteur, tu es un chef d'entreprise, toi aussi tu as firmament, lui aussi il a les espoirs, toi aussi tu es un entrepreneur. Si on part aujourd'hui là, est-ce que pourquoi tu te bats là, l'activité que tu as lancée là, verra encore le jour dans 5 ans, dans 2 ans? J'ai aussi peur de répondre comme toi. Hein. Et donc, c'est la question de la conscience, de l'esprit de la transmissibilité. On n'en est pas
conscient. Et aujourd'hui, on veut interpeller les esprits à se dire, il faut répondre à cette question. Ah, bravo, Ibrahim, bravo. Alors, on passe la parole à ton homonyme, hein. Ibrahim, on ajoute Jack Gras. Il y a un téléspectateur qui a envoyé un message tout à l'heure. C'est vrai que j'avais cette préoccupation vers la fin du programme. Oui, c'est bien beau d'avoir une entreprise, c'est bien beau d'assurer la transmissibilité, la pérennisation, et avec tout ce qui va avec, c'est formidable. Mais est-ce qu'il n'y a pas certains volets qui ne sont pas négligeable, l'aspect entre la spiritualité? Peut-être que ton papa, qui lui, il avait l'entreprise, était un grand gorgor. Lui, il est parti. Il a laissé l'entreprise à Perfecto. Perfecto ne comprend rien à rien. Est-ce que ça ne peut pas aussi constituer un frein? Surtout qu'il ne voulait pas peut-être associer Perfecto à peut-être ce cercle un peu beaucoup plus maléfique. Parce que quand on parle de la spiritualité, c'est un secteur très compliqué. Mais par contre, je reviens un peu sur la question de transitivité avant d'attaquer un peu la question en lien avec la spiritualité. Quand vous voyez un peu le conglomérat de Dangote, oui. Le mois passé, comme je vous ai dit, j'étais à Lagos, j'ai visité la raffinerie de Lekki, à Lagos. Je vous dis qu'aujourd'hui, Dangote est en train de passer la main à ses deux filles. Ou la raffinerie de Lekki, la plus grosse raffinerie d'Afrique. Le nouveau directeur général aujourd'hui, c'est la fille. C'est une fille qui a peut-être... Elle n'a même pas 25 ans. Incroyable. Et la directrice opérationnelle de Dangote Group, c'est une autre fille, la grande sœur de l'autre. Donc, c'est pour vous dire que en plus c'est la petite sœur qui est une directrice générale. Oui, de la raffinerie, mais la directrice opérationnelle du groupe Dangote, parce que dans le groupe Dangote, c'est encore plus intéressant que la raffinerie. Mais n'aie pas peur de répondre à ça. Si la petite sœur elle n'est pas capée, elle peut se retrouver dans le groupe opérationnel, c'est autre chose. Oui, c'est autre chose. Hein. Et puis, tout ce que... Quand tu discutes, par exemple, avec ses sœurs, personnellement, on a discuté en face. Quand tu discutes avec eux... Attends, elles sont déjà mariées? Bon, il y a l'autre qui est marié, puis l'autre qui n'est pas encore marié. La directrice devient intéressant. La directrice de la raffinerie. Quand vous discutez un peu de la question de la pérennité de l'entreprise, quand vous discutez un peu de la question de transmission, le plus souvent, il parle vraiment de l'environnement socio-économique et politique. Parce qu'ils disent que la transmission efficace d'une entreprise est vraiment encadrée par cet environnement socio-économique et politique. Parce que les investisseurs qui viennent vraiment investir dans Dangote Group, qui viennent investir dans la raffinerie, veulent voir que non, leur argent est sécurisé. Ça, c'est le levier sur lequel les gens travaillent. C'est pour cela que sur la question de transmission, en plus du fait que vous voulez vraiment transmettre la vision de votre entreprise à votre fils, il faudrait également l'amener à développer et à intégrer le réseau, votre network. Parce que le network que vous avez, le networking que vous avez, si vous ne transmettez pas à votre fils, je vous dis que c'est un truc hyper difficile pour lui à prendre le relève. Mais l'autre chose aussi qu'il faudrait qu'on relève perfecto, la question de la spiritualité. Comme vous venez de dire, on ne doit pas négliger cet aspect. Comme tout bon Africain, comme tout bon croyant, surtout. On doit toujours faire des prières. Ça, c'est le côté spirituel. Parce que toute entreprise, je vous dis que là où il y a business, il y a argent, c'est là où il y a tous les problèmes du monde. Que ce soit au niveau interne, que ce soit au niveau externe, c'est là où il y a tous les problèmes du monde. Le plus souvent, on a besoin de cette prière, de cet accompagnement spirituel pour essayer... Vous pensez que quand moi je parle de la sœur spirituelle, c'est juste tes petites prières là? Non, c'est pas petite prière, hein, parce que quand on parle de prière, il n'y a pas de petite prière. Hein, on ne néglige pas la prière. Par exemple, moi je vous prends un exemple très simple. Hein. Chez nous, je connais beaucoup de personnes. Quand ils partent par exemple compétir, ou bien par exemple chercher à faire un marché, ils réunissent par exemple quelques 2-3 marabouts. Ils font
La Fatia, comme on dit, ils réunissent, ils lisent le Coran et autres, ils font des sadaka, de sadaka, mais pas bon, des sacrifices peut-être, on peut l'appeler ainsi. Mais l'idée derrière ça, c'est de vraiment purifier le business, mais aussi baliser l'initiative afin que les esprits maléfiques ne puissent pas affecter l'initiative. Je vais passer la parole à Alain Douka. On reste au niveau du côté spirituel de l'entreprise. Tu n'as pas peur? Peur de quoi? Pas de ce que je vais dire. Non. J'ai vu pire que ça. Alors, vous avez un patron d'entreprise qui peut-être, lui, il est dans ce qu'on appelle vulgairement, dans une loge. Il y en a qui sont dans des cercles ésotériques du village. Et il y en a qui sont dans d'autres regroupements. Et parfois, son entreprise est liée à ces cercles-là. Alors, lorsqu'il s'en va, peut-être il n'est plus de ce monde, il passe la main. Effectivement, quand il s'en va, il passe la main. Il dit, bon, tel va rester gérer l'entreprise, ainsi de suite. Bon, si celui qui reste gérer l'entreprise n'est pas dans les mêmes cercles que son prédécesseur, c'est le patron, le fondateur, est-ce qu'il est possible que l'entreprise puisse prospérer? Voilà, puisque nous sommes dans la sphère du capitalisme et qu'il est prégnant, c'est la réalité du lucre, il faut le reconnaître. Les unités de production en question, les entreprises, c'est pour produire la richesse matérielle, financière, monétaire. Donc l'enjeu, c'est autour de l'argent. Oui. L'argent, c'est une énergie. Il y a une énergie spirituelle qui accompagne l'argent. Parfait, quand je t'ai dit tout à l'heure, tu vas accepter d'entendre ce que j'ai à dire. Est-ce que tu sais que j'ai regardé nos billets de banque, 2000, 5000 et 10 000, il y a des signes kabbalistiques. Encrypté dans les... Même le dollar, a le signe d'Illuminati. Oui, je parle de notre cas, je ne vais pas développer là-bas, je dis dans le cas d'espèce, le Cameroun, la CIMAC. Donc pour vous dire qu'en réalité, c'est comme un sceau qui atteste de la propriété de ceux qui ont l'argent en question. Pour vous dire que, voilà, vous utilisez cet argent, mais vous devriez, pour ceux qui peuvent le voir, reconnaître que ça, c'est une affaire qui nous appartient et l'énergie qui va avec, elle vient de nous. Donc ne pensez pas que l'argent est neutre. Ce serait une très grosse erreur. Parfait. Mais tu l'illustres, on parle de l'entreprise. Mais tu sais que justement, quand on parle de la transmission, même hors des réalités entrepreneuriales, il y a une procédure. Toi qui as utilisé le mot tout à l'heure, on prépare la succession. On prépare la transmission. Parce qu'il y a un sac, entre guillemets, qu'on doit te donner à l'aigle. Si ça se fait déjà comme ça, hors entreprise, ben à l'entreprise, justement, on te prépare aussi. Tu dois être à même, tu dois avoir les épaules, tu dois avoir l'épaisseur pour prendre sur toi tout ce qui relève du patrimoine en question. Et ce, même sur le plan mystique. Tu dois porter tout ça. Alors, forcément, dans la préparation de la transmission, on va commencer. Papa ou maman ou je ne sais pas moi qui va commencer à te prendre la main pour que tu sois dans le réseau. Il a utilisé le mot. Et le réseau peut être le réseau occulte. Pour que tu t'imprègnes des réalités. Pour que tu sois encadré. Je vais vous prendre un exemple. Je ne vais pas trop vous faire peur. Est-ce que, non, tu ne fais peur à personne. Bon, Bill Gates, par exemple, on nous a sorti le discours dominant sur machin truc, comment il a fait pour devenir milliardaire et tout. On occulte cet aspect qui veut que ça met ses jours au conseil d'administration d'IBM. Et que ça met l'a tenu par la main et l'a présenté à celui qui présidait le conseil d'administration en question. Donc, elle a associé à son réseau. Donc, il y a toujours ça. Donc, les gens qui pensent que, ben non, ça va tomber du ciel. Non, on prépare la succession. Et c'est à tous les niveaux. On a dit compétences, ça a été évoqué. Le réseau et même le réseau occulte et tout le patrimoine occulte pour que tu sois à même d'être en adéquation avec les vibrations liées à l'activité en question. Ne quittons pas rapidement l'aspect d'ordre spirituel et surtout l'aspect d'ordre mystique. Parce que parfois c'est pas trop lié. Ce n'est pas trop lié, parfait. Je crois qu'Alain Douka a développé... Attends, je te pose d'abord la question. Alors, Walter Shaw, oui, si vous avez une entreprise où le patron, le fondateur,
avait l'habitude de faire des sacrifices, parfois des sacrifices humains. Et vous venez prendre cette entreprise, vous ne respectez plus ça. Est-ce que cette entreprise pourra tenir? Ça ne va pas tenir parce que l'entreprise est bâtie sur ces sacrifices. Ah bon? Oui, et parfois il faut transmettre les pratiques de ces sacrifices à celui qui va vous hériter. Parfois ça se décide dans l'ombre. Alain peut bien te développer, ça se décide dans l'ombre. On dit que bon, maintenant que tu vas partir, qu'est-ce que tu nous donnes qui? Tu nous laisses qui? Tu nous laisses qui pour continuer avec nous? Tu dois choisir quelqu'un qui va continuer avec nous. C'est comme ça que ça se passe. Qui va continuer les sacrifices? Bien sûr. Sinon l'entreprise va tomber. Donc les entreprises que nous voyons souvent là ne sont pas seulement ce que nous voyons là. Laisse ça pas faire. J'ai rencontré dans ma vie pour une première fois un multimilliardaire. Quand je vois ce qu'il fait derrière, ça n'a pas, ça sent mauvais. Parfait. Chers jeunes Camerounais, on peut devenir milliardaire sainement. Ça, il faut que je vous le dise, on peut devenir milliardaire sainement. Donc, faut pas être tétanisé parce que... Non, chacun raconte son histoire sur le plateau. Ça, c'est un témoignage. C'est des faits que je ne remets pas en question. C'est des faits que je ne remets pas en question. Mais je voulais rappeler qu'il y a des réseaux qui sont sains. Il y a des façons de procéder qui sont également saines. Et qu'on peut aussi réussir dans la droiture. Donc, faut pas fuir. Parfait. Avec sa permission, je pas dire le contraire. je soutiens à 100% Ibrahim. Contraire. Ibrahim a totalement raison. Parce que si nous perdons de vue que nous servons un créateur de toutes choses qui est puissant, ça veut dire qu'on l'a limité. Mais parfait dans les faits aussi. En allant fouiller, remuer, etc., ça m'a fatigué. La propension de ceux qui ont le cul totalement immaculé et qui sont arrivés à un certain niveau de richesse, elle est faible. Comparée à celle de ceux qui sont compromis et servent avec ardeur le prince de ce monde. Tu comprends? Parfait. Les dossiers Epstein, là, les gros noms qui sortent là, les grands magnats, etc. Tu vois le style de vie dans les fichiers, les dossiers en question, on se rend compte que c'est des grands serviteurs de Satan. Donc, c'est aussi en fait. On repart du côté de la messagerie, hein. Parfait, bonjour, bonne thématique, mais c'est le premier Ibrahim qui comprend très bien la problématique. Le vrai problème de la transmissibilité managériale se trouve sur les promoteurs. Les promoteurs locaux ne voient pas toujours l'entreprise comme un bien commun, raison pour laquelle ils payent mal. Ils parlent très mal à leurs collaborateurs. Tout ceci ne donne pas à une autre personne de croire un jour remplacer valablement le promoteur. Tout employé est un actionnaire de la société, d'où une source de motivation pour eux que de rappeler aux collaborateurs chaque jour que l'entreprise est à toi. C'est Franklin Eto qui envoie cette contribution. Prenons ces autres réactions de téléspectateurs. Bonjour, le pape de la modération. Désolé, mon ami Ibrahim, on ne peut pas devenir milliardaire sainement, mais on peut prospérer modérément, sainement. C'est Lamine qui envoie le message. Vous êtes d'accord? Je combats avec ma dernière énergie cette pensée. Parce que c'est une loi qui commence à influencer le subconscient de ceux mêmes qui ont la bonne volonté. Il ne faut pas se limiter. Au point où ils désarment leur propre énergie. Je la combats avec la plus dernière énergie. Un autre message là. Bonjour El Perfecto et à tout ton panel. L'immeuble de la BEAC, c'est un cobra debout et en position d'attaque. C'est Simon Pierre de Kouaba. Parfait, s'il y a des immeubles. Tu continues à combattre avec la dernière Je combats avec la dernière énergie. Une seconde. Il y a des immeubles, des entreprises en Afrique construites sur 2 ou 3 tombes. Allez vérifier. Ce n'est pas faux. Mais c'est pas pour autant qu'on peut pas réussir en menant le droit chemin. Non, c'était pas ça. Oui, c'est ça, c'est pas clair. Je crois qu'on C'est clair. Il faut que ceux qui nous écoutent pensent qu'ils peuvent réussir sans entrer dans Ce n'est pas ce que nous avons dit. Eh, gars, c'est manichéen. Comme il y a du noir, il y a du blanc. Bien sûr. Bonjour monsieur, bonjour monsieur Parfait ici. Je voulais dire un mot à la thématique du jour. Pour pérenniser nos entreprises, les promoteurs doivent penser à la participation des travailleurs à la vie de l'entreprise, notamment la participation au capital. C'est un moyen de motivation qui permet également la vision des objectifs de l'entreprise par les employés. Même si le promoteur meurt, la vision reste et demeure. Bonne suite d'émissions. Je suis monsieur Méfiré, enseignant d'économie et comptabilité.
Alors, Ibrahim Diagra, toi qui viens du nord, non, de l'extrême nord, plus précisément du côté de Mora. Mais on nous dit habituellement également, hein, sans tribalisme aucun, que beaucoup de votre côté là-bas, je veux dire le Grand Nord, prospère au niveau des entreprises. Quel est le secret? Peut-être, pas peut-être, hein, le secret de ceux du Grand Nord, c'est d'abord le côté humilité. Parce que la majorité des entrepreneurs du Grand Nord vraiment sont humbles. Et aussi la question de transmissibilité qu'on est en train de parler est vraiment souvent très poussée au niveau du Grand Nord. Ça, c'est ce qu'il faut, il faut vraiment comprendre ça comme ça. Pourquoi? Parce que la majorité des entrepreneurs avec qui on travaille, que ce soit, bon, moi-même je suis un véritable entrepreneur, je travaille avec mon frère, mais on ne se cache pratiquement rien. On ne mystifie pas ce qu'on fait. Pourquoi? Parce que si je suis par exemple à Yaoundé, je n'ai pas besoin d'appeler de temps en temps derrière pour dire que non, il y a telle chose, il y a telle chose. Alors que le frère avec qui on travaille, il connaît vraiment les tenants et les aboutissants. Vous faites confiance. Oui, ce n'est même pas une question de confiance. C'est une question de fait, de réalité. Parce que c'est ça le business, c'est sur cette base. Et de temps en temps, vous n'allez pas aussi voir à Lamimbo non. Pour se laver à minuit Non, ça c'est pas. Vous n'allez pas égorger 1, 2, 3 moutons. Non, bon, c'est vrai qu'en télé, vous ne pouvez pas facilement reconnaître ça. Non. On reconnaît parce que là, nous, on reste beaucoup plus naturel dans ce qu'on est en train de faire. Et puis la chance que le Grand Nord a aujourd'hui, c'est que, honnêtement, nous sommes à côté de l'éléphant d'Afrique. Le Nigeria. Qu'il ne faut pas qu'on néglige. Tout à fait. Parce que le plus souvent, on a cette petite transmission aussi de germes de business entre le Nigeria et le Cameroun qui fait que quand on traverse, on part du côté du Nigeria, on voit un peu le modèle qui est développé là-bas. Du coup, quand on revient au Cameroun, on essaye de s'adapter et de faire le meilleur de nous-mêmes, malgré le fait que l'environnement que je plains chaque fois n'est pas véritablement adéquat comme ça se passe. C'est vrai que parlant du grand voisin, le Nigeria, parlant de l'entrepreneuriat, ils sont vraiment très avancés. Très avancés. Très avancés. Je veux vous jeterez par là. Oui. Je veux vous mettre un peu aussi au défi parce que même quand vous voyez un peu les mentalités des constructions, même en termes de déploiement des immeubles aujourd'hui du côté du Grand Nord, d'ici 5 ans, 10 ans, vous allez vous rendre compte que le modèle qui est construit par exemple du côté de Yaoundé, Douala et autres sera très très bien différent du Nigeria. Du Grand Nord. Oui, parce qu'il y a un autre modèle de développement qui est en train d'arriver dans le Grand Nord que tout le monde sera surpris en fait. Merci. Hein. Le Grand Nord aura son mot à dire dans le développement de ce pays. Show Walter, qu'est-ce que vous retenez au sortir de ces échanges? Je retiens que les boss des entreprises transmettent les compétences très tôt, avant qu'il ne soit tard. C'est tout ce que je retiens. Merci beaucoup. Hein. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Merci à Ibrahim Maxime Julien. Je dis merci également au deuxième Ibrahim de ce matin, Ibrahim Diagra, qui est acteur de la société civile, mais également entrepreneur. C'est notre frère de l'extrême nord. Il est de Mora. On vous adresse nos félicitations, hein, parce que au niveau de cette partie du pays, ce n'est pas toujours évident de voir des gens aussi éloquents, sans insulte. Hein. Tout au contraire. Merci à Ledouk, Dr Walter Shaw. Je vous souhaite un bon voyage. Hein. Oui, il faut aller justifier votre travail. Donc, allez à Bertois. Vous n'êtes pas un journaliste, donc il faut aller enseigner. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs, à partir de 22h30 avec tout ceci. Que faire?